Bonsoir à tous et bienvenue dans ma thèse en synthèse, comme tous les jeudis depuis 2 jeudis maintenant. Et ce soir, on va accueillir Flavien. Flavien, comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Super, super. On a tout qui démarre sur les chapeaux de roue sans aucun souci technique. Donc, tu vas nous parler de 5G, de ce que je vois. Donc, je vais te lire ce Oui. petit résumé que tu nous as concocté. L'heure est désormais à la 5G. Partout nous en parlons, pardon. Les Chinois via Huawei veulent nous espionner, la 5G va perturber les prévisions météo, la 5G est un gouffre énergétique inutile à l'heure de l'éveil écologique. Tu avais ces images en tête. Pour tout, tu as choisi de réaliser ta thèse de doctorat en informatique sur ce sujet pour mieux comprendre et participer au développement de cette technologie. Un développement pour des objectifs honorables comme une meilleure utilisation du spectre radio, de l'énergie, des ressources et rendre possible des usages qui n'auraient pas été possibles avec la 4G et les technologies antérieures, comme la téléchirurgie ou l'Internet décentralisé. Pour cela, ton travail s'axe sur la réduction de la latence dans le réseau d'accès de la 5G NR et sera à terme implémenté au sein du projet pour la 5G open source, appelé Open Air Interface. Ce travail de thèse est financé par Orange Labs Networks et dirigé par l'IMT Atlantique. Et tu as débuté ta thèse en octobre 2019. Eh bien écoute, la parole est à toi. On t'écoute. Eh bien, c'est parfait. Tu as fait une très belle lecture du petit résumé que j'avais écrit. Donc, bonsoir à tous, le Vortex. Donc, comme on vous l'a introduit, je vais vous parler 5G ce soir avec ma thèse qui a pour titre Towards Low Latency in 5G NR RAN. Je suppose que beaucoup de termes ici sont pas forcément bien connus de vous tous, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de la soirée, vous compreniez quel est mon travail et quelles sont les applications et quels sont les ressorts. Donc, bien sûr, je vais vous faire une petite présentation rapide de mon parcours, enfin, du moins du background de cette thèse. Donc, c'est-à-dire que je suis ingénieur en sécurité informatique de formation, mais j'ai décidé de m'orienter vers le réseau. Donc, la thèse a débuté en octobre, donc c'est vraiment, j'en suis encore au tout début. Elle se fait à Orange Labs Networks à Lannion, donc en Bretagne, sous la direction de l'IMT Atlantique. Maintenant, on va éclaircir un peu le sujet. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de termes là-dedans. Towards Low Latency in 5G NR RAN. Le premier terme à éclaircir, je pense, c'est le terme 5G. Que 5G, on en entend beaucoup parler, surtout en ce moment. Mais en réalité, il se cache beaucoup de choses derrière ce terme. Donc, par définition, la 5G, c'est simplement l'évolution des technologies mobiles. Donc, c'est la technologie et la LTE Advanced et la LTE Pro, mais elle recouvre beaucoup de choses. Tout simplement parce que un réseau d'accès radio est composé de plusieurs éléments. Et un des éléments importants, c'est la radio. Et c'est le second terme de mon sujet, NR, pour New Radio. New Radio parce qu'en réalité, la 5G introduit des nouvelles mécaniques qui n'existaient pas en LTE, donc sur le réseau 4G, et qui sont liées à la partie radio. Donc sur ce graphique, on voit en fait quelles sont les nouvelles choses qui sont apportées par la 5G, que je détaillerai un peu plus plus tard. Ensuite, il y a un autre terme, c'est le terme RAN. RAN qui veut dire Radio Access Network. Radio Access Network, tout simplement parce que la 5G et tous les autres réseaux d'accès sont composés de plusieurs parties. La première est le cœur réseau. Donc, le cœur réseau qui, lui, va se charger de communiquer avec le réseau Internet et transmettre l'information du réseau Internet vers l'utilisateur. L'utilisateur, lui, se trouve connecté à une antenne qui, elle, fait partie du réseau d'accès. Donc, ma thèse s'oriente uniquement sur cette partie-là. Je ne travaille pas du tout sur la partie du core network. Pour autant, vous pourrez me poser des questions sur comment ça fonctionne, puisque j'ai dû l'étudier un petit peu quand même. Enfin, le terme low latency, donc faible latence. Qu'est-ce qu'on entend par latence d'abord? La latence, on peut la mesurer à plusieurs endroits, mais c'est toujours le même principe. C'est on part d'un émetteur, il va émettre une information, cette information va traverser divers nœuds, divers protocoles, divers logiciels, arriver au système récepteur,
et le récepteur va acquitter, va dire c'est bon, j'ai bien reçu l'information, et va répondre à l'émetteur. Ce temps d'aller-retour, c'est ce qu'on appelle la latence. C'est ce qu'on peut appeler le ping également abusivement dans les jeux vidéo. Et la faible latence, notamment pour le réseau d'accès, c'est calculer le temps qu'il faut entre le moment où une donnée arrive au niveau du réseau d'accès, traverse le médium et l'utilisateur, est acquitté par l'utilisateur avant de ressortir. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va calculer la latence du RAN. Et faible latence, ça implique une diminution de la latence vers la milliseconde. C'est-à-dire qu'actuellement, en LTE, si vous faites un test par exemple de ping, vous allez très probablement voir des valeurs de l'ordre de 20 à 25 millisecondes de ping. Mon objectif, c'est de réduire cette latence vers la milliseconde. Donc, ce qui est une diminution très très importante. Ensuite, donc maintenant que le sujet est à peu près éclairci, du moins les termes indépendamment les uns des autres sont éclaircis, je vais faire quelques rappels pour que vous compreniez bien de quoi je vais parler ensuite, sur le réseau. Donc déjà, un réseau, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est une interconnexion de nœuds. Un nœud, dans les réseaux informatiques, ça peut être un ordinateur, ça peut être un routeur, ça peut être beaucoup d'éléments qui sont interconnectés via des câbles, via des ondes radio, via beaucoup de choses. Internet, c'est une interconnexion de réseau. Internet interconnecte des milliers de plus petits réseaux. Par exemple, chez vous, vous avez un réseau local sur lequel votre ordinateur communique avec votre box. La box va également communiquer avec votre téléphone, qui va également communiquer avec vos appareils intelligents. Et votre réseau interne est connecté au réseau, par exemple, Orange, qui vous permet d'accéder à d'autres réseaux, par exemple le réseau de Google ou le réseau Netflix. Ces réseaux interconnectés permettent de transmettre de l'information. Mais comment fait-on pour transmettre de l'information de votre ordinateur jusque Netflix, jusque chez Google ? Eh bien, un principe fondamental des réseaux informatiques depuis les années 70, c'est la notion de paquet. Votre information, et pour toutes les informations qui circulent sur Internet, sont découpées en plus petits paquets qui font de l'ordre de 1,5 kilooctets en moyenne, pour un maximum. Et ce petit paquet, lui, va être routé, c'est-à-dire qu'il va être acheminé de votre point de départ, donc chez vous, sur votre ordinateur, jusqu'à son point d'arrivée, en traversant divers nœuds, par exemple des routeurs. Ce paquet, il n'est pas émis n'importe comment, puisque quand vous mettez un paquet, il faut que vous vous mettiez d'accord avec les nœuds traversés ainsi que le récepteur de comment cette information est envoyée. Et pour faire ça, nous avons mis en place un système qu'on appelle un modèle qu'on appelle OSI, ou un modèle en couche, qui a cette forme-là. Donc, de tout en haut, vous avez l'application, donc par exemple votre navigateur web, qui va demander une page web, et l'information va descendre les couches. Donc la couche 6 de présentation, la couche 5 de session, la couche 4 pour le transport, couche 3 pour l'accès au réseau, et la couche 2 et la couche 1 pour l'accès au support physique. Et ensuite, au fur et à mesure des nœuds, le paquet va passer de couche physique à couche réseau pour pouvoir accéder à un autre réseau, et ainsi de suite, jusqu'à arriver jusqu'au destinataire, où là, votre information va remonter les couches jusqu'à la couche application, donc, qui sera par exemple le serveur, qui va faire ses traitements, puis renvoyer un paquet en redescendant les différentes couches. Dans ces couches, il y a des protocoles. Donc un protocole, c'est simplement un langage sur lequel on s'est mis d'accord pour que nous parlions tous la même langue à chaque couche. Donc par exemple, le protocole HTTP qui est utilisé pour la transmission de pages web, ou le protocole TLS qui sert à chiffrer vos communications, le protocole TCP qui sert à transporter l'information, le protocole IP, donc Internet Protocol, qui permet d'utiliser Internet et l'interconnexion de réseau, le protocole MAC qui sert à accéder au médium, et enfin, votre norme mobile, donc par exemple ici la 5G-NR. Ici, je vous ai mis en fait typiquement la chaîne de protocoles qui se met en place à chaque fois que vous accédez à une page Internet ou que vous accédez à une vidéo.
Je pense que sur le réseau, vous avez maintenant les bases pour comprendre la suite. Donc, passons à la suite. Mon travail, c'est de diminuer les latences dans le RAN. Mais où sont ces latences? Ces latences, elles sont nombreuses et très diverses. Certaines, on n'a pas du tout la main dessus. Par exemple, les latences qui sont plutôt physiques. Par exemple, le temps de propagation. C'est-à-dire que si votre téléphone est à 100 mètres, bah, il va falloir que l'onde électromagnétique traverse ces 100 mètres. Et là, malheureusement, je ne peux rien faire contre la physique. Donc, nous sommes un peu bloqués là-dessus. Ou les réflexions. Le fait d'avoir un mur fait que l'onde va, par exemple, se réfléchir et occasionner des incohérences. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles on a un peu plus la main. Par exemple, le matériel. Donc le matériel, ça va être le codage de l'information. C'est-à-dire que tout en bas, quand je mettais la couche 1 pour l'accès au médium, en fait, à cette couche 1, on va transformer les paquets, on va dire, qui sont des impulsions électriques, en une autre forme qui va être des ondes radio. Et ce passage nécessite un codage de l'information, et ce codage de l'information prend du temps. Mais c'est un temps qui dépend beaucoup du temps de processing du processeur qui est conçu pour. Donc là, on a un peu plus la main, mais moi, je n'ai toujours pas la main là-dessus puisque je ne suis pas chez un constructeur comme Nokia, Ericsson ou Huawei. Donc là-dessus, je ne peux pas diminuer non plus les latences. Et ensuite, il y a les latences qui sont dues au logiciel et aux configurations. Donc celles-ci, c'est les latences sur lesquelles je vais travailler. Donc les latences qui sont liées au logiciel ou aux configurations, c'est par exemple les latences dues aux attentes dans les buffers. Un buffer étant dans un nœud réseau un endroit où les paquets arrivent et sont stockés le temps d'être traités pour pouvoir sortir du nœud. Par exemple, au moment d'un routage, on va mettre dans une file d'attente les paquets qui arrivent et ensuite on va les traiter et les diriger vers un autre nœud. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui est très logiciel, quelque chose qu'on programme pour décider, pour jouer justement sur les latences. On peut jouer également sur l'allocation des ressources. Comment est-ce qu'on va allouer les ressources va influencer combien de temps va mettre un paquet pour traverser un certain nœud. Et bien sûr, les retransmissions. Un paquet qui est perdu, c'est un paquet qu'on doit retransmettre. Comment le retransmettre au mieux pour, pareil, diminuer la latence de traversée. Ou, encore mieux, ne pas le perdre. Donc, pour les latences, vous avez un peu un panorama de ce que l'on peut faire. Maintenant, le RAN est composé de plein d'éléments, mais un élément est central dans le RAN, c'est la G-note B. La G-note B, il faut voir ça comme l'objet qui se trouve au pied de l'antenne. Donc, c'est composé d'un gros ordinateur qui va faire beaucoup de calculs, qui est composé donc d'une unité distribuée. Donc c'est les trucs qui sont les boîtes qui sont vraiment tout au pied de l'antenne et des CU qui agrègent plusieurs antennes. Et vous avez une antenne. Donc en 5G, les antennes sont des antennes qu'on appelle MIMO, qui veut dire Massive Input, Massive Output, puisqu'en réalité, à l'intérieur de cet objet, il n'y a pas une seule antenne. Donc comme vous pouvez imaginer sur votre poste de radio, vous avez en réalité plusieurs patchs, on appelle ça des patchs de radio, qui émettent de l'information et qui en reçoivent également, ce qui permet de faire des choses comme du beamforming, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'utilisateur avec son téléphone qui va se connecter avec l'une ou l'autre des G-note B, donc des antennes, et cette G-note B est, elle, connectée au cœur 5G qui, lui, derrière, est connecté à Internet. Et voilà, votre paquet qui part de votre téléphone arrive jusque Internet et vous pouvez accéder à votre contenu. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail de mon travail. Donc, la première chose, c'est qu'il a fallu que j'identifie sur quoi je pouvais jouer. Donc, je viens de te dire que le cœur du RAN, c'est la G-note B. C'est pour cette raison que je vais surtout me concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la G-note B. Pareil, j'ai dit que je n'étais pas chez un constructeur d'antenne, par exemple. Donc, la couche physique, finalement, je n'ai pas vraiment accès. Je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Donc, tout ce que je peux faire se trouve entre le bas de la G-note B et le haut de la G-note B. Et qu'est-ce qu'on peut faire entre ces deux points? Déjà beaucoup de choses.
on peut gérer de l'allocation de ressources entre différents utilisateurs, entre différents usages. On peut gérer les buffers. Comme je disais plus tôt, quelque chose de primordial dans la réduction des latences, c'est éviter d'avoir des files d'attente qui sont grosses. Parce que bien évidemment, si la file d'attente est longue, on va attendre longtemps. Et un paquet qui attend longtemps, c'est un paquet qui va, du coup, occasionner de la latence peut-être pour un paquet qui arrive derrière. Donc c'est important de les gérer. Et au-dessus, la congestion contrôle. Parce que bien entendu, quand on met des paquets dans une file d'attente, cette file d'attente va rentrer peut-être dans un état de congestion. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations qui rentrent par rapport aux informations qui sortent. Et à partir de ce moment-là, c'est la cata. Les latences explosent et les débits s'effondrent. Donc, on peut jouer également sur cette partie-là. Et ensuite, il y a deux types de façons de voir la diminution de la latence. C'est d'une part la diminution de la latence globale avec le packet-based que j'ai mis ici, qui veut dire que je tente de réduire pour tout le monde la latence. Et il y a également le traffic class-based, c'est de dire, par exemple, les paquets qui ont comme protocole un protocole vidéo, donc par exemple sur UDP, eh ben, on va décider que ces paquets-là sont plus importants. Que ces paquets-là, il ne faut absolument pas les retarder, quitte à ce qu'ils soient perdus, mais il ne faut pas les retarder. Donc là, il y a ce qu'on appelle des classes de service, des classes de trafic, que l'on va pouvoir justement prioriser ou du moins appliquer un traitement un peu différent que de la vaste majorité des paquets qui arrivent. Donc, pour mon plan de présentation plus en détail de ma thèse, je vais partir du bas, de l'allocation des ressources, et je vais remonter jusqu'aux congestion contrôle. Donc, première partie, l'allocation des ressources, ou plus simplement, comment partager et utiliser l'accès au médium radio. Parce qu'il faut bien comprendre que les fréquences sur lesquelles on peut émettre, ainsi que les temps, du coup, sont limités. Et connecté à votre GNOT B, vous avez beaucoup d'utilisateurs. Et puis de l'autre côté, votre GNOT B, elle est connectée en fibre optique au cœur 5G, mais la fibre optique, elle n'a pas un débit infini. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour partager et utiliser cette ressource qui est du coup rare? Eh bien, on a ce qui s'appelle l'ordonnanceur MAC. Donc, pour vous rappeler, nous sommes à la couche 2, donc tout en bas de notre GNOT B. La couche 2, on va décider comment est-ce qu'on accède au médium radio. Comment est-ce qu'on le fait? On va prendre plein d'informations en entrée. Donc, par exemple, les caractéristiques de qualité de service, c'est ce que je disais plus tôt avec la différence packet-based, traffic class-based. On va prendre en compte la qualité du canal, donc c'est-à-dire, par exemple, si on sait que sur la fréquence de 910 à 930 MHz, on a tendance à perdre beaucoup de paquets parce que la connexion est mauvaise sur cette fréquence, le prendre en compte pour décider de mettre moins d'informations sur cette bande de fréquence. Aussi prendre en compte les besoins en transmission, parce que l'utilisateur, lui, va demander à l'antenne, s'il te plaît, j'ai besoin d'émettre un flux vidéo en live, donc j'ai besoin de données, j'ai besoin de bande passante, s'il te plaît, donne-moi de la bande passante. Et puis il y a également le remplissage des buffers. On comprend bien que si au niveau du GNOT B, il y a 4 buffers au-dessus de l'ordonnanceur MAC et que un est très rempli et les 3 autres le sont beaucoup moins, peut-être qu'il serait plus intelligent d'aller vider un petit peu celui qui est très rempli. Et tout ça est mis dans l'ordonnanceur MAC. Ici, donc, c'est un algorithme. À cet endroit-là, on a un algorithme qui va à toutes les frames radio. Donc, une frame en 5G est définie sur 1 milliseconde. Donc, toutes les millisecondes, même s'il y a des particularités en 5G, notamment avec une flexibilisation de ce temps. Mais pour faire simple, disons que c'est par milliseconde. Je vais devoir ordonnancer toutes les millisecondes sur une grille, donc en temps ici et en fréquence, les différents utilisateurs et les différents usages, parce qu'un utilisateur peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, à la sortie de notre ordonnanceur MAC, on va dire à la couche physique, à cet endroit-là, on va mettre utilisateur 1 avec telle application, à cet endroit-là, on va mettre utilisateur 2 avec telle application, et ainsi de suite. Et ainsi, on partage l'accès au médium radio.
Donc ça, c'est pour la partie la plus en bas. Juste au-dessus, rappelez-vous, on a des buffers, des files d'attente. Ces files d'attente, il faut pouvoir les gérer. Et pour ça, on va mettre en place une stratégie de gestion intelligente des buffers. Cette stratégie pourrait se poser très simplement, c'est comment fluidifier le voyage des paquets dans la GNB. C'est-à-dire entre le moment où il rentre et le moment où il sort, comment est-ce qu'on peut fluidifier au mieux le passage des paquets pour éviter que justement les buffers se remplissent trop ou se remplissent de manière inégale ou occasionnent des bursts, donc c'est-à-dire des moments où ils se vident complètement. Et le fait de se vider complètement peut être un problème pour les nœuds derrière. Parce que si un nœud est déjà congestionné et qu'il reçoit un burst, donc beaucoup d'informations de notre GNODE B d'un coup, ça peut poser également problème. Donc, comment faire de la gestion intelligente des buffers? Eh bien, les buffers, donc qui sont à chaque couche, à peu près à chaque couche à l'intérieur de la GNODE B. Donc, si on reprend notre modèle en couche de plus tôt, ici on a notre couche 2 avec Mac. Et en fait, je vous ai un peu menti tout à l'heure en disant qu'il n'y avait qu'un seul protocole au niveau de la couche 2. En réalité, dans la GNODE B, il y en a d'autres qui permettent l'accès au médium avec le RLC, Radio Link Control, et d'autres protocoles que je ne vais pas expliciter ici. Mais il faut comprendre que entre l'entrée de la GNODE B ici et la sortie, donc là en downlink et puis inversement en uplink, il va y avoir un buffer au niveau du SDAP pour le traitement, au niveau de PDCP à cause des traitements, RLC également, et au niveau du Mac, de la couche Mac, qui fait converger les différents flux de paquets, il va y avoir aussi des buffers. Donc il faut gérer les buffers à chaque étape. Et donc du coup, fluidifier à chaque étape. Et ça, c'est une grosse partie de mon travail parce que actuellement, au vu de l'état de l'art, il y a très peu d'utilisation de stratégies de gestion intelligente des buffers au sein de PDCP. Comment est-ce qu'on gère des buffers dans le réseau de manière générale? Parce que c'est ça en fait. Là, je parlais de gestion intelligente des buffers. En réalité, on n'a pas attendu 2020 pour se poser cette question. Depuis les années 70 et les premiers routeurs, les premiers commutateurs, on s'est posé la question. Et cette question a été en partie résolue, ou du moins continue à être résolue par des recherches, par le domaine qu'on appelle l'Active Queue Management, donc la gestion active des files d'attente, qui a un seul credo, c'est toujours garder la longueur de la file d'attente stable et courte. Parce qu'une file d'attente qui oscille, c'est un système qui est chaotique, donc un système qui peut à un moment déborder, et courte, parce que nous, notre but, c'est quand même de réduire les latences, donc de garder la file d'attente courte. Sur ce schéma, on voit très bien notre file d'attente ici, avec le processing, donc le service qui prend du temps à être effectué. Donc ça peut être par exemple le scheduling, ça peut être le chiffrement, avant la file d'attente. Et cette file d'attente, on va lui donner quelques fonctions pour la rendre intelligente, qui va lui permettre d'une part de s'adapter en fonction de la vitesse du service avant laquelle elle se trouve, mais on va également lui donner la possibilité d'informer les émetteurs que la file d'attente est pleine, ralentissez votre émission. Les protocoles avant, donc émetteurs, vont savoir prendre en compte ou pas les informations qui seront transmises par cette file d'attente. Mais cette file d'attente peut également informer les files d'attente précédentes, pas forcément les émetteurs, peut informer les files d'attente précédentes qu'elle va déborder, qu'il faut calmer un petit peu l'émission. Pour garder justement cette file d'attente courte, il y a beaucoup d'algorithmes. Je vous en ai sélectionné un qui est très connu, qui n'est plus utilisé mais très connu et qui met très bien en tête un des principes fondamentaux de l'Active Queue Management, c'est l'algorithme RED, pour Random Early Detection. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas dépassé un premier seuil, tous les paquets sont mis dans la file d'attente sans problème. À partir d'un premier seuil, on va commencer à soit marquer, donc c'est-à-dire en mettant par exemple un bit, donc un drapeau à 1, ou
à carrément jeter les paquets volontairement. En jetant les paquets volontairement, on va indiquer à l'émetteur que ça commence à chauffer. Et donc là, de manière aléatoire, sur toute cette zone-là. Là, c'est le taux de drop. Et à un moment, on va considérer que la queue, de toute façon, ne pourra pas se vider, dépasser cette limite. Donc, on va décider de jeter tous les paquets à partir de ce moment-là. Donc ça, on comprend très bien que ça pose un petit peu problème parce que c'est vrai que la partie importante de cet algorithme, c'est de pouvoir gérer correctement les 3 valeurs, les 3 conditions. Et ça, dans la pratique, c'est quasiment impossible de prévoir ces différentes valeurs, d'autant plus que d'un moment à un autre, ça peut complètement changer. Mais beaucoup d'algorithmes d'AQM sont basés sur ce principe-là, qui a été introduit par RAID donc dans les années 90. Un autre algorithme qui, lui, va beaucoup plus m'intéresser s'appelle CODEL, et pour Controlled Delay, et lui, un algorithme un peu plus complexe qui va, en fonction du temps mis en moyenne par les paquets pour traverser une file d'attente, décider soit de les marquer, soit de les jeter. Donc là, je n'explicite pas parce que c'est un peu plus compliqué, mais retenez que son principe même, c'est de garder une latence du moins contrôlée. Pas forcément faible, mais une latence contrôlée. Et avoir quelque chose de stable est toujours meilleur que d'avoir quelque chose de chaotique. Tout simplement parce que quelque chose de chaotique peut très très vite partir n'importe comment et ne plus pouvoir être contrôlable. Donc, continuons avec la gestion des buffers, avec les retransmissions. J'en ai parlé un peu plus tôt. Une des particularités du médium radio, c'est que on perd très rapidement des paquets. On comprend bien que une fois émis par l'antenne, la probabilité que soit le signal soit trop faible à l'arrivée, soit que le symbole, donc l'information est mal réceptionnée, mal décodée, est très importante. En réalité, de l'ordre d'environ 3 à 4%, ce qui est énorme. 3 à 4%, c'est énorme. Et donc pour ça, il a été mis en place des algorithmes, pareil, depuis assez longtemps, dont un que vous avez peut-être déjà vu là dans les diapos, qui est le protocole HARQ. Son principe, c'est, on a un paquet, donc celui-là par exemple, on va le découper, ou du moins faire des redondances de ce même paquet. Donc ce paquet, en réalité, il existe, c'est le même, mais en 3 versions différentes. Donc on va émettre une première version, on l'envoie, et là, il se trouve que le récepteur n'arrive pas à le décoder complètement. C'est-à-dire qu'il arrive à le décoder, mais c'est bof, il n'est pas sûr. Donc là, il envoie un non acquitté. Je n'acquitte pas, je n'ai pas reçu. Là, l'émetteur va lui renvoyer sa deuxième version. Il va renvoyer la deuxième version. Le récepteur, lui, va essayer de combiner les 2 versions qu'il a reçues. Même si les 2 versions sont très mauvaises, combiner, ça va permettre de reconstituer le paquet initial, et là, le paquet peut poursuivre sa route. Ce principe permet de fluidifier les retransmissions, sachant qu'une retransmission, comme vous pouvez le voir, c'est une perte de temps incroyable, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, là, pour envoyer un paquet, j'ai mis 2 fois plus de temps que ce qu'il aurait fallu s'il n'avait pas été perdu. Sachant qu'en plus, un paquet, en général, donc là, pour simplifier les choses, il est transmis tout d'un bloc, finalement, donc c'est la même version, mais tout d'un bloc. En réalité, comme on a pu le voir avec le Mac, avec le scheduler, l'ordonnanceur Mac, un paquet est souvent découpé en plein de petits morceaux répartis sur plusieurs endroits en fonction du temps et de la fréquence. Donc très rapidement, on peut avoir une probabilité assez importante de ne pas pouvoir reconstituer le paquet de manière efficace et devoir retransmettre 2-3 fois la même information. Et 2-3 fois la même information, à chaque fois, c'est un aller-retour à faire. Plus du temps de calcul, parce que là, bien sûr, le récepteur a dû calculer pour pouvoir essayer de déchiffrer. Donc, ma thèse va chercher également à fluidifier cette partie-là avec une meilleure gestion du buffer de retransmission HARQ et peut-être un algorithme d'HARQ, mais ça, ce n'est pas une de mes priorités puisque mathématiquement, c'est quand même assez éloigné du reste de mon travail. Donc maintenant, on va pouvoir continuer notre aventure dans les couches avec le contrôle de congestion. Donc là, on est remonté tout en haut de la G note B. Je dirais même qu'on est même quasiment chez l'utilisateur. On est même d'ailleurs chez l'utilisateur pour la plus grosse part.
Et le contrôle de congestion, son principe, c'est assez simple, c'est comment remplir au mieux le tuyau. On a un tuyau, donc grâce à notre Mac, à nos buffers, etc., on a un tuyau dans lequel on peut mettre de l'information à transmettre à l'utilisateur ou inversement l'utilisateur au serveur. Comment est-ce que je fais pour occuper au mieux le canal? Donc, ce problème est bien sûr connu depuis très longtemps, depuis le début d'Internet, parce que ce n'est pas lié au médium radio. C'est vraiment une question qui se pose pour tous les réseaux. Et donc, il a été mis en place des algorithmes très tôt. Donc, avec le premier, Reno. Donc, le principe, là, nous avons le temps sur l'axe des abscisses, et en ordonnée, on a la quantité d'informations qui n'est pas encore acquittée. C'est-à-dire que j'ai émis un paquet, et j'attends pas en fait de recevoir l'acquittement de ce paquet pour émettre un deuxième paquet. Je vais directement en envoyer un, parce que je me dis qu'il y a quand même une très grande chance que ce premier paquet soit reçu. Et donc, ce qu'on peut voir en fait en ordonnée, c'est ce nombre d'informations qui sont actuellement sur le réseau qui n'ont pas encore été acquittées. Donc, on voit qu'au début de la connexion, on va émettre de plus en plus. Et à un moment, la fameuse probabilité de toute façon, je ne vais rien perdre si j'émets un autre paquet, la probabilité devient 1, j'ai perdu un paquet. Et là, l'algorithme, il va décider de réduire le nombre de paquets en vol. Donc, tac, là, il réduit le paquet en vol. Et ensuite, il rentre dans une phase qu'on appelle congestion avoidance, qui est juste, on va augmenter le nombre de paquets en vol jusqu'à ce qu'on perd un nouveau paquet, et ainsi de suite. Et là, on comprend bien qu'en moyenne, on a un débit constant. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites un speed test, vous voyez la flèche qui part de 0 et qui monte en fait au fur et à mesure, et que sur la fin de la connexion, vous allez avoir le maximum. C'est à cause justement de ce principe qu'on appelle le slow start, qui fait qu'au début, on émet peu en se disant « bon, je vais tâter le terrain, je vais voir qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource », et au fur et à mesure, je vais occuper le canal au mieux. Donc bien sûr, ce premier principe qui est juste de prendre en compte la perte et d'augmenter de cette manière-là a été amélioré, puisque c'est un algorithme qui date des années 80 et on a trouvé beaucoup mieux, notamment si aujourd'hui vous utilisez Google Chrome, il est fort probable que vous utilisez Google Chrome sur un Windows, je parle, ou même, non, sous Linux, c'est pas encore BBRV2. Vous avez cet algorithme BBRV2 qui est model-based, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en fait, il ne prend pas en compte uniquement les pertes, mais il prend également des informations comme ce que j'avais écrit ici pour la QM, les signaux de congestion. Il va prendre également en compte cette information-là, et pas seulement la perte. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour la radio? Parce que finalement, on peut se dire, bon, on a déjà fait le travail pour du filaire, il n'y a pas besoin de redévelopper des choses. Eh bien si, justement. Tout simplement parce que le médium radio est un médium particulier. C'est un médium qui a tendance à changer très vite. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez avec votre téléphone, vous allez avoir les ondes qui vont arriver différemment sur votre téléphone. Vous allez peut-être passer derrière un mur, il va peut-être y avoir une voiture qui va passer à côté de vous, qui va réfléchir des ondes. Donc, le médium change très vite, et en plus, il a des pertes. Parce que même si on a notre mécanisme d'HARQ présenté plus tôt, eh bien, on a quand même des pertes, parce que le HARQ ne va pas retransmettre 15 fois la même information s'il n'y arrive pas. Il va considérer qu'à un moment, elle est perdue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en LTE, en général, en moyenne, on utilise 68% du canal. C'est-à-dire qu'entre ce qui aurait pu être utilisé et ce qui est réellement utilisé pour transmettre de l'information, on est à peu près à 68%. Si on garde les mêmes algorithmes qu'actuellement pour la 5G, donc pour la 5G qui a des nouvelles propriétés comme des nouvelles fréquences, comme des fenêtres de transmission plus courtes, eh bien, l'utilisation du canal ne serait que de 22%. Donc, si on cherche simplement à augmenter les débits, en soi, c'est pas grave, parce que la 5G multiplie théoriquement les débits par au moins 15. Donc, on comprend bien que x 15 et on enlève le delta entre le 68 et le 22, on a quand même des meilleurs débits. Mais nous, notre objectif, c'est de réduire les latences. Et un paquet qui est perdu ou un canal qui est mal utilisé, c'est un canal qui
aurait pu être mieux utilisé pour réduire les latences. Si j'utilise que 1/5 de mon spectre, je serais beaucoup moins efficace que si j'utilise ne serait-ce que 50% de ce spectre. Donc, une autre tâche de ma thèse va être justement de travailler sur les algorithmes de congestion contrôle et particulièrement peut-être sur les signaux que je vais pouvoir envoyer, par exemple, à BBRV2. Quel signal je peux lui envoyer pour dire là, dépêche-toi, j'ai une opportunité, cet utilisateur est au bon endroit, au bon moment, émet de l'information, je peux te la transmettre tout de suite. Donc ça fait partie de mes tâches. Pour conclure un peu sur ce point de vue, sur cet overview de mon travail, il y a quand même une idée qui sous-tend un peu tout ça, c'est ce qui s'appelle le cross-layer design, qui est l'idée qu'on va casser le principe du modèle OSI. Modèle OSI qui dit que chaque couche est totalement indépendante les unes des autres et agit de manière indépendante et elles ne font que communiquer des paquets. Je vais décider de casser ce modèle, du moins au niveau du G-Node B, pour avoir une plus grande coopération entre les couches, une plus grande coopération qui va me permettre de diminuer les latences et donc optimiser tout le système, justement avec des messages, avec beaucoup plus de messages, beaucoup plus de signalisation. Donc tout ça, c'était pour la partie, je dirais, théorique de mon travail. Ensuite, il y a une grosse part technique, puisque je suis issu justement d'une école d'ingénieur, et moi, ça me paraissait important de mettre à profit justement l'ingénierie que j'ai pu apprendre, les méthodes que j'ai pu apprendre. Et c'est pour cette raison que mon travail sera implémenté au sein d'un projet open source qui s'appelle OAI, donc pour Open Air Interface, qui est un projet qui a été lancé par Eurecom, qui est une entreprise française, enfin un consortium français, en 2014 et qui a pour objectif de proposer d'abord la LTE puis la 5G en open source. Parmi les contributeurs, il y a beaucoup Orange, il y a également Nokia qui souhaite justement développer la 5G en open source, il y a Fujitsu et plein d'autres entreprises. Mais si on devait retenir quelques entreprises, ce serait Bicom, Fujitsu, Nokia, Orange. L'objectif étant que pour fin 2020, avoir une première version de la 5G RAN disponible pour tous, et pour 2022, avoir un set complet déployable pour la 5G. Donc bien sûr, vu que c'est un projet open source, vous pouvez aller le consulter à l'adresse que j'ai mise ici. Et vous pouvez, si vous avez un petit peu d'argent, parce qu'il faut quand même acheter des antennes et des choses de ce type, du matériel, vous pouvez l'installer chez vous et vous faire votre propre réseau 5G chez vous. Et rien que pour ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant, sachant qu'on entend beaucoup les histoires avec Huawei, les antennes fermées qui collectent de l'information, etc. L'open source permet justement de vérifier que on ne collecte pas les données à notre insu et savoir qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui fonctionne actuellement. Enfin, je vais terminer ma présentation sur les usages, parce que bien sûr, c'est bien beau de vouloir réduire les latences, mais pour quelle raison? Pourquoi le faire? Là, c'est encore la question que je me pose beaucoup. Mais je pense qu'il y a quand même déjà quelques cas d'usage qui pourraient être, dès maintenant être proposés. Donc bien sûr, le streaming vidéo sans délai. C'est une façon de voir, c'est-à-dire que par exemple, si certains flux vidéo ont besoin de ne pas avoir de délai entre l'émission et la réception par les utilisateurs, la 5G avec de la faible latence peut être un cas d'usage. L'Internet tactile, donc c'est un Internet qui demande beaucoup de données et qui demande beaucoup de débit et qui demande des latences faibles. Donc ça peut être un cas d'usage également. Le cloud gaming, ça on en parle beaucoup. On en parle beaucoup avec Stadia, avec Shadow. Donc pouvoir jouer en 5G avec votre téléphone en ligne, ça peut être un cas d'usage également. Alors j'ai mis Internet décentralisé. Ça, je dirais que c'est vraiment plus de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que ce qui empêchait de faire des réseaux qu'on appelle ad hoc, donc des réseaux qui sont autonomes entre téléphones, par exemple, c'était la latence. Parce que quand il fallait utiliser plusieurs rebonds entre les téléphones, tout de suite, les latences s'accumulent et ça devenait inutilisable. Avec une latence 5G qui se rapproche de la latence qu'on connaît sur la fibre, finalement, cet Internet décentralisé sur téléphone devient possible.
Donc d'avoir, par exemple, dans des régions pas connectées à Internet, mais qui peut avoir un serveur ou avoir voilà, une base d'information, pouvoir mettre en place un Internet local, entre ses utilisateurs. Et bien sûr, les tâches qui sont vraiment les plus demandées, notamment chez Orange, c'est l'usine 4.0, la coopération en robotique, la téléchirurgie. Voilà, ça c'est des cas d'usage qu'on appelle latency critical, donc des cas d'usage où la latence est importante et où un réseau 5G apporte quand même l'avantage d'éviter de devoir poser des kilomètres de câbles, des kilomètres de fibre optique. N'importe qui, voilà, si une antenne est bien placée, on peut faire de la transmission d'informations et avec la faible latence, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc nous en arrivons à la conclusion. Donc, si je devais conclure ce début de travail de thèse et puis la suite, eh bien, c'est quand même un travail qui cherche une solution intégrée de la réduction de la latence dans le RAN 5G. C'est une thèse qui est assez théorique sur certains points, mais qui a aussi une partie pratique évidente avec le développement d'une solution open source. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le gros point qui m'a fait décider de choisir cette thèse, c'est le développement de cette solution open source, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, pouvoir construire le 5G que l'on désire, puisque ce ne sera pas imposé par des constructeurs, mais si vous avez un cas d'usage 5G qui vous intéresse beaucoup plus, ou suivant votre philosophie, vous pourrez développer votre 5G à partir de la base de code OAI. Donc ça me paraît tout à fait intéressant comme idée. Et donc maintenant, on va pouvoir parler 5G, on va pouvoir parler recherche en informatique, on va pouvoir parler technique si vous le voulez. J'ai quelques slides à côté de prêt pour ça. Et puis maintenant, j'attends vos questions. Bah, merci beaucoup pour ta présentation. En effet, c'est très technique, hein, c'est des choses dont moi je suis je connais assez peu, mais je pense qu'il y a du monde dans le public qui a hâte de se poser les questions. Merci beaucoup en tout cas. Merci, ouais. Merci à toi. Hein. Je vois Cosmo que tu es démuté, je vais partir du haut, évidemment. Écoute, je t'en prie, pose tes questions. Alors moi, c'est de la 5G, mais il y a aussi un peu de spatial. C'est qu'il y a de ça quelques jours, il y a une entreprise qui se nomme OneWeb qui a envoyé 34 satellites dans le ciel, et chaque satellite était équipé d'antennes 5G, d'une double antenne 5G. Et ma question à ce moment-là, c'est antenne 4G. Est-ce que dans le satellite, ça va faire tout le protocole que tu as dit, que ça va faire un relais, ça va se parler entre eux? Et la seconde question, c'est est-ce qu'avec ces antennes-là, théoriquement, on pourrait s'y connecter avec nos téléphones? Alors, j'ai vu cette information également. Donc j'ai regardé un petit peu. C'est un peu le même principe avec Starlink. Alors, est-ce que c'est la même antenne? Oui. Mais en fait, ils disent antenne 5G, c'est pour pas dire que c'est une antenne MU-MIMO, donc multi-user MIMO. Donc c'est une antenne qui a la particularité vu qu'il a plusieurs entrées, plusieurs sorties, de faire du beamforming, c'est-à-dire qu'on est capable de matériellement faire une sorte de lobe d'information. Alors pour les non-physiciens, ça va être compliqué de représenter le truc, mais il faut comprendre que quand on émet avec plusieurs antennes, on peut forger le lobe de réception. Voilà. Et donc du coup, c'est cette propriété-là qu'ils utilisent, parce qu'on comprend bien que si ton antenne, elle émet dans toutes les directions, donc de manière radiative, elle va perdre beaucoup d'énergie pour rien. Parce que en fait, le truc que tu vises, il fait peut-être quelques degrés d'angle par rapport à ton antenne. Alors que si tu arrives à diriger toute l'énergie de l'antenne sur un endroit, d'une, tu vas aller plus loin, et de deux, tu as beaucoup moins de perte d'énergie. Ce qui est important quand tu es sur un satellite qui a une énergie qui est quand même relativement limitée. Le satellite en question, tu vois, je viens de le mettre en question, et ces deux antennes, c'est ce qu'il y a en bas du satellite qui a fait un effet de courbe, on va dire. Oui, d'accord. Ouais, en fait, ça c'est une des méthodes. Il y a beaucoup de types d'antennes. C'est-à-dire que là, j'avais mis une image d'antenne particulière. Ça, c'en est un autre. C'est le principe, c'est que tu mets des barres en fait d'antennes. C'est littéralement des barres d'antennes, ce qui permet de communiquer en même temps sur plusieurs lobes, donc avec plusieurs satellites en même temps.
en émettant toujours ses lobes dans une certaine direction. D'accord. Et est-ce que, alors, la suite de ta question, c'était donc concrètement, on dit que c'est de l'antenne 5G, c'est pour vulgariser, c'est des antennes qui sont en fait multi-user MIMO avec dans la beamforming. conférence de presse, c'était dans le press kit, il disait que c'était double antenne 5G et double antenne. Attends, je vais te retrouver ça. Alors après, à savoir s'ils utilisent la 5G derrière, probablement pas, parce que la 5G, c'est, comme je disais, un RAN avec un cœur 5G. Il y a assez peu de chances qu'ils utilisent un cœur 5G dans ce genre d'application. Par contre, il est fort probable qu'ils utilisent les protocoles que j'ai montrés pour la 5G, tout simplement parce que ces protocoles-là que j'ai présentés sont quasiment inchangés dans leur disposition et dans leur fonction depuis la 3G. Depuis la 3G, on a à peu près le même stack de protocoles. Donc, c'est pas improbable qu'ils utilisent du matériel qu'on peut utiliser pour la 5G et des protocoles qu'on peut utiliser pour la 5G. Par contre, avec ton téléphone, tu n'arriveras jamais à recevoir, tout simplement parce que la 5G a une de ses particularités, c'est d'utiliser des ondes qui sont de l'ordre du gigahertz, qui sont des ondes du coup qui ont une longueur d'onde très petite, ce qui fait que une fois à la traversée de l'atmosphère, elles se font éclater. C'est-à-dire qu'en quelques centaines de mètres, voire au kilomètre, elle est complètement atténuée. Donc il faudrait que tu aies, même avec une très grosse antenne, je suis pas sûr que tu puisses l'écouter. Surtout qu'en plus, avec le MIMO, le satellite, il vise un autre satellite. Il vise pas toi. Donc toi, tu es dans la zone où tu peux pas le voir. J'ai mis le truc du truc de presse. En gros, ce qu'il dit, c'est 2 TTC OMI en antenne, 2 antennes KU et 2 antennes KA. Ouais, là par contre, je peux pas te dire. Ça te parle. Ouais, non, je suis pas du tout un spécialiste des antennes et là, c'est pas des noms en tout cas que j'ai vus en 5G. Enfin, à part pour la TC, la TC, mais sinon pour les autres là, KU, etc. Ça, j'en ai pas entendu parler. Donc, Très bien. Enfin bon, c'était pour ça que c'était une oui, bien question sûr. que je me posais en live et comme je voulais pas dire de conneries, j'ai préféré rien dire. Non, mais bien sûr que non, c'est une question intéressante. J'ai un gars qui s'y connaît, donc j'en profite. Bah, je te remercie. Je me remets en mute. Bien, alors. Et GG pour la présente, pour ton truc, il était très bien. Merci. Alors, passons aux questions suivantes. Je vois, Erona, que tu es démuté. Tu as une question aussi? Oui. Parfait. Bah, déjà, merci pour ta présentation, Flavien. Moi, bon, je suis un peu un novice en réseau. Et la technicité de la présentation, je tiens à le dire, je ne sais pas comment c'est perçu par les autres, mais ça ne doit pas être facile. Il y a beaucoup d'acronymes. Ouais, il y a beaucoup d'acronymes. Et encore, Tofu pourra confirmer, mais au début, c'était beaucoup plus technique encore. Et quand je me l'ai faite à moi-même, je me suis dit, ouais, il y a un acronyme. Toutes les phrases, ça va pas être possible. Donc, j'ai essayé de vulgariser au plus, mais s'il y a des choses que tu comprends pas, ou je peux revenir sur des points en particulier qui peuvent t'intéresser. Non, justement, je vais essayer de poser une question qui est assez claire, qui peut parler à tout le monde. Alors, au début de la présentation, tu as parlé de classe de trafic, puis d'optimisation des ordonnanceurs. Donc, pour savoir comment les paquets vont être traités et quels paquets vont être... voilà. Moi, la question que je me pose, c'est s'il y a des classes de trafic, et par exemple, tu disais dans le protocole UDP, les paquets vidéo, ils ne doivent pas être interrompus, machin. Est-ce que ça ne peut pas gêner, on va dire, les principes de neutralité du net, où il y aura des services qui seront beaucoup plus priorisés que d'autres. Ouais. Alors, ça, c'est une question, bien sûr, que je m'attendais. Hein, dès qu'on met classe de trafic, c'est une question qui arrive. Donc, oui, il y a des classes de trafic. Ça, faut le savoir. Par contre, ce qui fait que la neutralité du net n'est pas cassée, c'est parce qu'en fait, ces classes de trafic sont limitées à certains endroits dans les nœuds réseau. Typiquement, là, au niveau de la G-Node B. C'est-à-dire qu'il y a des classes de trafic au niveau de la G-Node B, mais sur l'internet mondial entre nous, il n'y a pas de classe de trafic. C'est ça. Quand on parle de neutralité du net, c'est vraiment la neutralité.
quand tu vas traverser un réseau, le but, c'est que qu'il n'y ait pas de différenciation de traitement entre les différents paquets, si tu payes ou si tu ne payes pas. Là, on fait de la différenciation de trafic au moment du GNOT B. En réalité, donc là, j'ai mis le carré juste en haut pour dire que en fait, l'application qui fait du vidéo UDP avec un certain flag, il va avoir un traitement un peu différent, mais un traitement différent qu'à partir d'ici. En fait, si je reviens là sur la stack de protocole, cette différenciation s'applique au moment de la couche SDAP, là, le QoS Flow Handling. Donc, en réalité, la différenciation de trafic se fait uniquement jusque-là, entre le SDAP jusqu'au multiplexing. Et c'est principalement pour indiquer au multiplexing que y a quand même des protocoles qui sont... En fait, si tous les tous les protocoles étaient équivalents, s'il y avait par exemple que TCP partout sur le net, on n'aurait pas à faire de la différenciation parce qu'ils se comportent tous de la même façon. Sauf que c'est entièrement faux, puisque déjà TCP utilise des systèmes de congestion contrôle différents en fonction de si tu utilises un Windows, un Linux, si tu es un IoT, si tu es un téléphone, enfin, il y a plein de... Donc du coup, ils ont chacun leur comportement différent. Et en plus, il n'y a pas que TCP, tu as plein d'autres protocoles à côté. Donc, pour éviter par exemple que TCP prenne toute la bande passante parce qu'il gère mieux la congestion qu'un autre protocole, eh bien, on va dire justement rééquilibrer le jeu à ce niveau-là pour dire TCP, t'es bien gentil, mais tu utilises beaucoup trop bien le médium. On va laisser passer un peu, par exemple, de la voix. Typiquement, le cas typique, c'est la voix. Quand tu appelles aujourd'hui avec un téléphone, en fait, tu passes par le réseau IP. Tu passes plus du tout par le réseau téléphonique. Et en fait, vu que ça n'utilise pas TCP, ce qui se passerait, c'est que TCP, lui qui fait une meilleure utilisation du réseau, il aurait tendance à couper périodiquement en fait, l'accès au médium pour la voix. Donc si tu rétablis pas un peu d'équité en disant maintenant ce sera le protocole, là comme ça le protocole pour la voix me revient, l'IMS, si tu n'utilises pas IMS, si tu utilises IMS, je vais te scheduler de manière régulière par exemple. Je vais dire tous les slots, je te donne ce slot là, cette ressource, si tu la veux, tu la prends, si tu ne la veux pas, ton pied elle est perdu. Mais ça permet presque de rééquilibrer en fait le jeu au niveau de certains nœuds critiques, comme peut l'être l'accès au réseau radio. Et du coup, quand tu dis ça rééquilibre le jeu, c'est-à-dire que dans les usages, il y a beaucoup plus de TCP que de voix, par exemple, et donc du coup, il faut prioritariser la voix. Mais est-ce que si les usages changent, je sais pas, si les gens se mettent à faire beaucoup de vidéos et que la quantité de flux vidéo devient vraiment primordiale par rapport au reste, est-ce que ça va pas avoir un impact justement sur le reste? Alors ça, j'ai envie de te dire, chez les opérateurs, on est toujours un peu tiraillé là-dessus. Ça, je le vois bien. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui aimeraient pouvoir faire de la priorisation de l'entrée de leur réseau Orange jusqu'au téléphone. Ils aimeraient pouvoir faire ça. Le problème, c'est que ça contrevient à la neutralité du net. Et oui, de dire que, en fait, ce que tu dis, c'est que actuellement, il y a un paysage, on va dire, de trafic, donc avec 80% de TCP et ainsi de suite. Et si demain ça change, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que Google a proposé en 2014 un protocole qui s'appelle QUIC, que j'ai mis dans la stack de protocole ici, qui est un nouveau protocole donc développé par Google, qui a certaines propriétés, et notamment, il a quand même une propriété, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus efficace que TCP dans beaucoup de tâches, et notamment dans le flux vidéo. Ce qui fait que si tu laisses un réseau tel qu'il est, des flux vidéo qui vont passer sur QUIC seront de manière, comment je pourrais dire, parce qu'il gère mieux l'accès au réseau, va être priorisé de fait par rapport à du TCP. Il y a un problème d'équité en fait entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence d'accès à une même ressource, et QUIC accède beaucoup mieux à la ressource que TCP. Donc, si au niveau du GNOT B, alors là par exemple au niveau du GNOT B, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, mais on peut imaginer que TCP versus un autre protocole, comme la voix, il va falloir rééquilibrer un peu si on veut qu'au final, parce que qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir que l'utilisateur soit content quand il utilise son accès.
Donc si quand son application mail télécharge un mail, ça coupe la voix ou ça fait des à-coups, ça fait des choses comme ça, il va pas être content. C'est ce qu'on appelle la QoE, la qualité d'expérience. Ouais. Et donc là, on est obligé justement de dire IMS, tu vas avoir le droit à de l'accès. Et donc du coup, ce qui se passe actuellement, donc pour en venir à Quick, ce qui se passe actuellement, c'est que donc il a été proposé en 2014 par Google. Et aujourd'hui, il représente à peu près 20% du trafic Internet, et 20% du trafic d'accès, pour être exact, donc entre l'utilisateur et un serveur. Et il change pas mal de choses. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai fait mon mémoire de master, donc ça, je pourrais en parler beaucoup plus, mais peut-être m'en arrêter là. Si ça a répondu à tes questions, bien sûr. Ouais, juste un dernier petit point. Du coup, la gestion des classes de trafic, est-ce qu'elle est dynamique ou elle est donnée sur un paysage de trafic à un moment donné et potentiellement changée après en fonction de... Alors, tu vois, là, c'est quelque chose qui est assez formidable je vais pas travailler dessus, mais je pourrais travailler dessus. Parce qu'en réalité, la couche SDAP est une nouvelle couche introduite en 5G. Avant, sur le réseau LTE, il y avait d'autres mécanismes de QoS. En 5G, il y a un nouveau mécanisme qui a été introduit par la norme. Et en fait, la norme, elle dit, voilà, il y a cette couche et elle peut faire ça. Mais elle ne dit pas comment et elle ne dit pas pourquoi. Donc là, ça va être aux implémenteurs, aux personnes qui vont implémenter des choses. C'est là qui vont décider comment le faire. Donc, par exemple, le SDAP propose un mécanisme de QoS Flow ID. Voilà, et il propose des mécanismes. Voilà, il dit on peut mettre telle information dans le protocole. Et après, ça va être à nous de l'implémenter. Donc là, pour le coup, je peux pas vraiment te répondre sur comment ça fonctionne, quand ça va fonctionner concrètement dans l'application, tout simplement parce que c'est en train d'être déployé en fait. Okay. Merci. Merci à toi pour ta question. Et on va continuer nos questions passant par Panta. Salut. Si tu es là, ouais. Ouais, je suis là. Du coup, merci pour la présentation, c'était intéressant, c'était assez technique. Ah ouais, je suis désolé. Non, mais c'était intéressant. Du coup, j'aurais une question peut-être moins technique et plus générale dans le contexte, parce que j'ai pas très bien suivi la 5G. Qu'est-ce qu'il y a en fait qu'est-ce qu'il y aurait comme concurrence à la 5G, et est-ce qu'il existe des alternatives qui sont en train d'être développées pour succéder à la 4G actuelle? Eh bien, comme j'ai dit, en fait, alors peut-être que je vais faire un point sur comment fonctionne la standardisation. Parce que c'est un peu ça le cœur du problème. Enfin, le cœur du problème, le cœur du truc. Il y a un organisme international qui est dirigé par l'ONU, qui s'appelle l'ITU, qui est l'Institut international des télécoms, et où autour de la table, on met les opérateurs télécoms du monde entier. Et c'est eux qui discutent des évolutions de protocoles, des interconnexions, des choses comme ça. Et à côté de ça, il y a un autre organisme de standardisation qui est, lui, beaucoup plus indépendant, qui s'appelle le 3GPP. Et lui a la charge de standardiser les protocoles d'accès cellulaire. Donc, le moins important, c'est cellulaire. Parce que des mécanismes de transmission radio, tu as également le Wi-Fi, tu as LPO1, enfin, tu en as beaucoup. Mais pour le cellulaire, donc c'est-à-dire avec carte SIM, roaming, etc., ça, c'est la 3GPP. Donc, la 5G, c'est l'évolution logique de la LTE. C'est vraiment une histoire de sémantique presque. Parce que même parmi la 5G qu'on va vous vendre là dans les mois qui arrivent, c'est pas la 5G telle qu'elle a été définie par la norme, en fait. Parce que la norme n'est même pas encore terminée. C'est-à-dire qu'on va vous vendre une 5G qui va utiliser certains mécanismes, notamment de la New Radio, donc nouvelle méthode de codage de l'information, nouveau mécanisme de transmission, voilà. Mais c'est pas la 5G totalement comme elle est prévue par la standardisation. Donc, en fait, dire qu'au sein des réseaux cellulaires, il y a d'autres des alternatives, oui, il y en a. C'est-à-dire que tu as notamment des réseaux IoT qui se développent beaucoup, comme Sigfox, qui sont aussi sur le même principe, avec des SIM, avec des choses comme ça. Mais en accès cellulaire standardisé mondial, il n'y a que la 5G. Il n'y a pas d'alternative possible. D'accord, c'est comme le LoRaWAN ou les trucs comme ça, quoi. Ouais, parce que le LoRaWAN, c'est un peu différent parce qu'il est développé par une boîte. Je crois que maintenant, ils sont
enfin, il y a un consortium, le LoRaWAN, où ils discutent. Je crois que c'est comme ça. Alors que là, les réseaux cellulaires, c'est vraiment, tu as tous les grands opérateurs, les constructeurs, etc., qui se mettent autour de la table et qui discutent en permanence de qu'est-ce qu'on fait ensuite, quel est le standard qui viendra après, comment. Donc, jusqu'à là dire que la 5G, c'est une conspiration des opérateurs et des vendeurs de téléphones pour pouvoir nous vendre des nouveaux abonnements, etc., on n'en est pas vraiment loin. Hein, parce que s'ils veulent sortir une génération, après la 5G, s'ils veulent sortir la 6G dans 6 mois, ils peuvent. D'accord. Et d'accord, merci pour la réponse. Et du coup, juste deuxième question, parce que ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas très bien compris. Peut-être que tu l'as dit, mais j'ai mal compris. C'est quand on parle de tâches latency critical, genre par exemple la téléchirurgie ou les usines 4.0, ce que j'ai pas compris, c'est quel est l'intérêt du coup d'utiliser la 5G et pas un réseau Alors là, il y a différents usages. Je vais te prendre le plus connu, celui qui est l'exemple qui est le plus donné, c'est l'usine 4.0. L'idée, c'est que le Wi-Fi n'est pas très efficace pour pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Wi-Fi, tu ne peux pas mettre un réseau Wi-Fi au sein d'une entreprise, au sein d'une usine, où il y a des trucs qui bougent et où il y a des robots, etc., pour pouvoir transmettre de l'information. D'accord. Donc, tu as deux solutions. Soit tu prends une autre norme de transmission radio, donc ça peut être du LoRaWAN, du Sigfox, soit tu mets des fils, tu mets du RG45, donc, ou du CAN, ou des câbles. Jusqu'à maintenant, on a mis beaucoup de câbles. On a mis des câbles parce que c'est ce qui était le plus sûr, ce qui marchait le mieux, etc. Et c'est ce qu'il faut. Hein, dans une usine, il faut que tout marche. Oui. Le truc, c'est que aujourd'hui, les usines changent et notamment, il y a beaucoup plus de flexibilisation des machines. Les robots sont plus autonomes. Tu as beaucoup de trucs qui roulent. Enfin, je pense que tu as ces images en tête. Oui, je vois le problème. Du coup, il faut passer sur des réseaux filaires, des réseaux non filaires. Et en réseau non filaire, donc à part la 4G, 5G, donc les réseaux cellulaires et le LoRaWAN et Sigfox, il n'y a pas grand-chose. Et le problème de LoRaWAN et Sigfox, c'est qu'ils sont très efficaces en termes de reliabilité et en termes de latence. Ils sont tout à fait honorables. Par contre, les débits sont extrêmement faibles. Et ils sont vraiment très faibles. Et en plus, ils gèrent très très mal ce qu'on appelle le massive machine-to-machine. Donc le fait d'avoir plein de machines qui communiquent pas seulement avec une unité centrale, mais entre eux en plus. D'accord. Donc ça gère très mal. Donc du coup, il te reste la 4G et la 5G. Le problème de la 4G, qui est assez fondamental, mais en gros, c'est que les transmissions ne peuvent pas se faire de manière sûre, donc fiable, sous 8 millisecondes. C'est-à-dire que tu ne peux pas techniquement passer sous 8 millisecondes. Donc, pour tout ce qui est machine, tout ce qui est machine qui se déplace, etc., 8 millisecondes, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et donc, au final, il reste qu'une alternative, c'est la 5G. C'est la 5G avec des latences de l'ordre de la minute. C'est la 5G avec le fait que tu peux mettre un cœur réseau. Alors ça, j'en ai pas du tout parlé, mais le cœur réseau 5G est virtualisable complètement. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un AWS Amazon et puis demain, paf, le transférer sur un ordinateur au sein de ta maison, enfin au sein de l'usine. Donc ça, c'est encore un avantage, c'est que le cœur 5G est en plus virtualisable et facilement transportable. Enfin, il y a beaucoup de raisons, mais l'usine 4.0 et la 5G semblent être le lien assez évident, en fait. Et je dirais même que j'ai l'impression que les deux ont coévolué en même temps. Donc au fur et à mesure que la standardisation 5G faisait, les développements de l'usine 4.0 se faisaient en même temps. D'accord. Bah du coup, merci, tu as bien répondu à mes questions, c'est vachement plus clair avec ton exemple. Du coup, je comprends mieux l'intérêt. Merci beaucoup. Et on va continuer avec les questions. Je vois que Piloy s'est démuté juste avant son passage. Bien, à ton tour. Oui, c'était un coup de maître, n'est-ce pas? Merci pour la présentation, c'était très cool, hein. Très cool, très technique et très cool. J'avais une question très bête. On en est où de cette réduction de latence? Actuellement, parce que tu parlais d'une base de 25 millisecondes pour de la 4G LTE et aujourd'hui on en est à peu près combien? Alors, il y a déjà quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que la 5G, comme je le disais, la 5G complète, donc c'est-à-dire avec le cœur réseau, le RAN, les antennes, ça on l'a pas. Donc du coup, je peux pas te dire combien est-ce qu'on prévoit d'avoir, parce que tout simplement on n'a pas les trois éléments.
Toi, là où tu bosses, tu as quand même ça en termes de recherche, quoi, mais c'est pas. Alors, même chez Orange, par exemple, on ne travaille pas du tout sur les antennes et on travaille finalement assez peu avec le cœur réseau. C'est-à-dire que le cœur réseau, on travaille dessus, mais plus en collaboration avec d'autres boîtes. Et pour la G-Note B, les seuls travaux de recherche qu'il y a, c'est OAI. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas du tout, par exemple, avec Ericsson pour développer un G-Note B. Donc, moi, au sein de dans mon entreprise, j'ai pas beaucoup d'informations. Et puis même dans les papiers de recherche ou quoi, en fait, les 3 morceaux ne sont pas prêts. Concrètement, ils sont pas prêts. Quand on va voir de la 5G, ce qui va se passer, c'est que l'antenne sera 5G, la G-Note B sera presque 5G. Normalement, les premières G-Note B complètes 5G, c'est pour la fin d'année, et c'est Huawei. Donc, du coup, peu de chances qu'on les ait en Europe. Oui. Et le cœur 5G, lui, il est prévu pour mi-2021. Donc, ce sera sûrement fin 2021, voire 2020. Donc, du coup, vu que la 5G complète n'est pas disponible, je ne peux pas te dire par rapport à la LTE ce que ça va faire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que dès à présent, si tu utilises une G-Note B que tu peux connecter à un cœur LTE, c'est ce qui va être proposé à la vente en fait, et ben, déjà on réduit la latence dans moyenne donc actuellement en LTE, au mieux tu as 25 millisecondes, on va pouvoir descendre jusqu'à 10 millisecondes avec juste en changeant la G-Note B et l'antenne. Changement G-Note B, antenne, téléphone, donc là, vraiment le front haul, donc vraiment le réseau d'accès radio, on réduit déjà par 2 la latence. Et surtout, au-delà de la réduire par 2, ce qu'on réduit, c'est ce qu'on appelle le jitter. Donc, le fait qu'à un moment, ta latence, elle est de 25 millisecondes et à un autre moment, elle est à 50. Puis après, elle revient à 25. Puis après, elle va à 100 et ainsi de suite. Ouais, très peu stable. Ce jitter est très grave pour certaines applications. C'est mortel pour certaines applications. Tu ne peux pas les faire tourner avec du jitter. Et en LTE, c'est un autre problème de la LTE, c'est le jitter. Et le fait de mettre des G-Note B complètes 5G, ça diminue par 4 à peu près le jitter. Donc la variance. En fait, le jitter, si on veut parler en termes mathématiques, c'est la variance. D'accord. Donc voilà. Donc, au final, même sans mon travail, je ne saurais pas te dire du coup de bout en bout combien on va gagner. Ce que je peux te dire, c'est qu'on divise déjà par 2 la latence rien qu'en changeant le front haul. Enfin, en changeant le front haul. Et que moi, mon objectif, c'est de se rapprocher de la milliseconde qui est la nouvelle borne sous laquelle on peut pas passer. Avant, c'était 8 millisecondes, la borne minimale. Maintenant, c'est 1 milliseconde. Du coup, tu me donnes envie de te poser une question bête, mais pourquoi il y a cette borne actuelle par rapport au matériel ou... Alors, il y a beaucoup de choses. La première raison, c'est le standard. Le standard, il donne certains mécanismes, et notamment le fameux mécanisme de HARQ là, que j'ai mis. Oui. Le fameux mécanisme là, le temps de réponse entre la réception de la donnée et l'émission de l'acquittement, ce temps-là est standardisé. Enfin, moi en 5G, en 4G, il faisait 4 TTI. Donc 4. Il était fixe à 4 TTI. En 5G, il est flexible, mais il est préconfiguré par le G-Note B. Le G-Note B dit, tu vas me répondre, parce qu'il faut bien comprendre que quand j'émets une donnée, il faut savoir quand est-ce que je vais probablement recevoir l'acquittement, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que je l'attende, cet acquittement. Si je ne l'attends pas et c'est que je ne le vois pas, il est perdu, quoi. Donc, et du coup, si j'envoie au TTI 1, il faut que je sache dans quel TTI je dois attendre cet acquittement. Et en 4G, c'était 4 TTI plus tard. On disait, voilà, tu regarderas 4 TTI plus tard pour voir si tu as un acquittement ou pas. Et si tu n'en as pas, tu demandes à réémettre. En 5G, c'est préconfiguré par G-Note B. Mais il ne peut pas passer sous la milliseconde parce qu'il est limité à une TTI. C'est-à-dire qu'entre le moment où on ordonnance, donc on prépare une frame radio d'une milliseconde, et le moment où on reçoit un acquittement, on comprend bien que même si j'envoie une donnée au début, à la fin du TTI, il va falloir attendre un TTI plus tard pour le recevoir, donc 1 milliseconde. En fait, c'est parce que ce temps dépend de la longueur en temps que je configure. Enfin, tu vois, que je schedule. Pour la réponse, oui. Exact. En fait, ça dépend du... C'est-à-dire que je disais plutôt que le Mac, le scheduler, l'ordonnanceur, va prévoir
les cases pour une certaine durée de temps. Cette durée de temps, c'est un slot, c'est 1 milliseconde. Et en fait, si tu réduis pas cette durée-là, bah, tu peux pas réduire le temps où tu as la réponse que tu as eu l'acquittement. Oui, bien sûr. Et si tu réduis, bien sûr, tu comprends que si tu réduis cette longueur-là, il va falloir que le scheduler calcule plus vite, d'une part. Oui. Donc ça, tu peux dire, OK, c'est un problème logiciel, on va le faire. Le problème, c'est qu'il faut également qu'il ait des informations comme la qualité du canal pour prendre la décision d'où est-ce qu'il met comment est-ce qu'il alloue les ressources. Il faut qu'il ait une information sur la qualité du canal. Donc, dans tous les cas, il va falloir attendre un certain temps pour pouvoir mesurer cette qualité du canal. Et donc, il y a quand même une limite assez fondamentale sur le temps que tu peux allouer. Et puis après, il y a une limite encore plus fondamentale qui s'appelle la limite de Shannon, qui est une limite qui dit qu'en fonction du rapport signal sur bruit, donc ce qui est entre ce que tu reçois et ce que tu émets, bah en fait, tu as une limite maximale en nombre de bits par hertz par seconde. Et voilà, c'est prouvé mathématiquement, on ne peut pas descendre sous cette limite de Shannon. Et notamment avec la 5G, on s'en approche parce qu'avec les fréquences de la 5G, la limite de Shannon, c'est environ 0,1 milliseconde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de tous les cas, diminuer la frame jusqu'à en dessous d'une 0,1 milliseconde. En dessous, on ne pourra pas. Physiquement, on ne pourra pas. Je vais passer les questions aux autres parce que sinon je vais t'en poser trop. Mais c'était, ouais, parfait. Très Merci. bien. Merci à toi pour les Merci à questions. toi. Et on arrive au dernier, en tout cas, qui posera sans doute les questions à l'oral, avec Jordan. Oui, bonsoir. Merci pour ta présentation, Flavien. Moi, je suis DevOps, donc j'ai à peu près compris ta présentation, même si moi, je suis à l'opposé de là où toi, tu es sur la couche, sur le modèle OSI. Mais ce fut fort intéressant. Il y a quelque chose qui me chiffonne, par contre. Est-ce que tu pourrais remontrer le HARQ? Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, moi, ce qui me chiffonne dans le HARQ, j'avais donc une question là-dessus, c'est est-ce que le fait d'avoir 3 copies du même paquet va pas remplir le buffer inutilement? Bah, ça fait partie justement. Donc là j'ai présenté la méthode, on va dire, classique HARQ, voilà la méthode simple, qui est, on prend 3 fois le même paquet et puis on le met dans le buffer et puis on les met. Et puis si on reçoit au bout du premier, tant pis, on aura pris 2 cases du buffer pour rien. En réalité, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces pour gérer ça. Et notamment, il y a une méthode qui s'appelle le Chase Combining, qui est qu'on va en fait prendre le paquet 1 et le paquet 2, on va en faire une mixture mathématique, et c'est eux qu'on va découper en plusieurs morceaux et qu'on va émettre. Et donc, du coup, là, tu vas pouvoir peut-être émettre, même s'il y a une perte, tu vas pouvoir être plus efficace dans ton émission et prendre moins de place dans ton buffer. Parce que tu vas prendre techniquement 2 fois moins de place que si. Donc ça, c'est Okay. En fait, il y a plein de méthodes d'HARQ. Là, j'ai mis vraiment les méthodes de base, mais c'est vrai qu'elle est d'une part consommatrice en termes de buffer, mais en soi, j'ai envie de dire, au pire, le buffer HARQ, tu le remplis, tu le rends plus gros et puis tu peux transmettre le plus de données, parce que le caractère limitant d'HARQ, c'est absolument pas la donnée qui arrive, ou c'est la donnée qui sort. Donc tu peux faire beaucoup mieux. Et ça fait partie justement de mon travail, c'est comment est-ce que, d'une part, on améliore le mécanisme d'HARQ, mais ça, comme je l'ai dit aussi, ce ne sera pas trop mon domaine parce que c'est très mathématique, c'est assez éloigné de ce que je fais. Mais par contre, la gestion de ce buffer-là, pour le faire de manière le plus efficace possible, ça fait partie de mon travail, oui. Ok, j'ai une autre petite question. Du coup, est-ce que quand tu parles du délai, donc en millisecondes, est-ce que quand tu dis que tu veux faire passer donc ce délai à 1 milliseconde, est-ce qu'on parle bien de 1 milliseconde entre l'appareil utilisateur final et le GNOT B, ou? Moi, ce que je veux réduire, c'est entre la donnée qui rentre dans le GNOT B, qu'il arrive à l'utilisateur et que l'utilisateur envoie l'acquittement. Donc, c'est vraiment juste sur la partie, comme tu peux le voir là. Toi, ton travail, voilà, c'est que sur cette partie-là. C'est cette partie-là. Là, tu as 1 milliseconde. Bien sûr, si le cœur 5G derrière, il bouffe 15 millisecondes et ton réseau IP, il bouffe encore 20 millisecondes, tu n'auras pas 1 milliseconde au bout. Tu auras 36. Et du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression que ton travail il va un petit peu servir à rien si la partie applicative derrière…
et ça, c'est pour le coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'en veux aux développeurs. C'est parce que les développeurs, quand on leur donne 1 méga de débit, ils vont utiliser le méga. Quand on va leur en donner 2, ils vont en utiliser 2 pour faire la même chose, et ainsi de suite. C'est une course sans fin. Hein. C'est-à-dire que plus tu donnes de mobilité aux personnes au-dessus de toi, et plus elles vont en profiter pour faire des trucs pas forcément très utiles ou pas très intelligents. Et c'est une des choses sur lesquelles je serais assez critique sur la 5G, c'est notamment son cœur. Parce que le cœur 5G, comme je disais, il est virtualisé. C'est-à-dire que, en gros, les machines, c'est plus des machines physiques, tout est dans le cloud et tout est mis sous forme de programme. Le problème de ça, c'est que ça rajoute évidemment de l'utilisation de mémoire, de l'utilisation CPU, mais ça rajoute également de la latence. C'est-à-dire que là, je vais gagner de la latence moi sur ma partie RAM, mais d'un autre côté, avec la virtualisation du cœur 5G, on va en perdre par rapport à la LTE. Donc après, peut-être qu'ils vont faire une meilleure gestion des fonctions réseau que la LTE, mais en attendant, le fait de virtualiser, ça fait perdre du temps. Mais après, ça, c'est des choix qui sont faits parce que c'est des choix qui sont faits parce qu'on peut pas juste concevoir un réseau 5G dans le seul but de réduire la latence de bout en bout. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres usages à côté. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a de la virtualisation, c'est justement pour s'adapter au maximum d'usages possibles, rendre les fonctions virtualisées, donc particulièrement paramétrables et configurables. Donc, à dire que mon travail ne sert à rien, je ne pense pas, parce qu'il y a plein d'usages où, par exemple, je n'ai pas besoin du cœur 5G derrière. Par exemple, faire communiquer un téléphone avec un autre téléphone qui se trouve dans la même cellule, donc sous la même antenne, on pourrait très bien imaginer que ça ne remonte pas jusqu'au cœur 5G. On pourrait très bien imaginer qu'ils communiquent directement via l'antenne. Et donc là, mon travail, il a intérêt, parce que je réduis la latence sur cette communication-là. Mais c'est vrai que si derrière, on fait n'importe quoi en termes d'utilisation du réseau, je ne peux pas y faire grand-chose, quoi. Ok. Et j'ai une dernière question. C'est plus par rapport à l'antenne. On a un gros problème, je pense que tu vas le savoir, avec la 4G, enfin la LTE surtout. C'est que, en fait, plus on va en avance dans les générations et plus on doit augmenter le nombre d'antennes au kilomètre carré, en gros, hein, je vais vulgariser. Et du coup, ça cause un gros problème, c'est que le TCP, en fait, est plus du tout adapté. C'est une des raisons pour laquelle Google a travaillé sur Quick. C'est que le TCP est vraiment plus du tout adapté à ces changements, en gros changements d'antenne. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes à charger des pages web, par exemple, sur les téléphones quand on va se déplacer assez rapidement. Est-ce que le problème ne va pas être encore plus présent si on se déplace et qu'on stream de la vidéo, par exemple? Est-ce que ça ne va pas poser un encore plus gros problème? Ou alors qu'on charge des pages qui utilisent beaucoup de TCP? Est-ce que ça ne va pas causer du coup encore plus de problèmes, vu que les antennes relais vont être encore moins espacées qu'avant, vu que je suppose que pour atteindre des débits et une latence aussi faible, il faut encore rapprocher encore plus les émetteurs? Alors déjà, sur le fait qu'il faut une plus grande densité d'antenne, ça c'est presque uniquement lié aux fréquences et pas aux antennes. En fait, il faut comprendre que physiquement, quand l'onde est longue, c'est-à-dire que, quand la longueur d'onde est longue, elle parcourt plus de distance. Voilà, c'est ce qui se passe par exemple avec une radio AM. Avec une radio AM, vous pouvez quasiment écouter la radio qui se passe de l'autre côté de la Manche. C'est-à-dire que sur plusieurs centaines de kilomètres, sans aucun problème. Alors que de l'autre côté, quand vous êtes en Wi-Fi, donc Wi-Fi qui utilise fréquence de 2,4 GHz, donc avec des fréquences de l'ordre du millimètre, des longueurs d'onde de l'ordre de millimètre, vous voyez bien qu'au bout de 20 mètres, peut-être 50, vous captez absolument plus rien. Parce que c'est à cause de... Physiquement, c'est à cause de ça qu'on est obligé de multiplier les antennes quand on monte la fréquence. Et en fait, quand on est passé du réseau 3G au réseau LTE, on a multiplié par 2 la fréquence. Et là, avec le réseau 5G, on va passer de fréquences à 700 MHz à peu près, à des fréquences de l'ordre de 2,4 à 3 GHz, voire, dans un second temps, donc prévu pour 2023, des fréquences de l'ordre du 40 GHz. C'est-à-dire des fréquences qui sont de l'ordre du micromètre. Donc ça oblige à multiplier les antennes. Après, pour contrebalancer un peu le besoin de mettre des antennes partout, il y a justement, LTE égale 4G.
pour contrebalancer le nombre d'antennes, il y a justement ces nouvelles antennes MIMO intelligentes. En LTE, quand vous mettez une antenne, elle émet sur toute sa zone, sur toute sa cellule, sans différenciation. Donc, d'une, elle perd beaucoup d'énergie, et d'autre part, elle est beaucoup moins efficace, parce que ce qui est fondamental, c'est de limiter le facteur signal sur bruit. La 5G, avec les nouvelles antennes MIMO et le beamforming, on va viser en fait littéralement l'utilisateur. Quand le téléphone va se connecter à l'antenne, il y a une première phase où ils vont essayer de se synchroniser, ils vont essayer de mettre en face l'un de l'autre leur lobe d'émission, pour qu'ils soient à vue, Ils sont pas forcément à vue d'ailleurs, ils peuvent utiliser des rebonds sur des murs, enfin bref, il y a une phase justement de synchronisation entre les deux. Et donc du coup, ça limite le besoin d'antenne, parce que si les antennes sont plus directives et plus intelligentes pour gérer justement ces questions de connexion, bah, ce sera beaucoup plus efficace. Après, ce dont tu parles sur le fait que c'est plus long à charger quand tu es en mobile par rapport à quand tu es en filaire, c'est le problème du handover. Ça s'appelle le handover, c'est le fait de switcher d'une antenne à une autre. Et vu que justement il y a plus d'antennes, il va y avoir plus d'antennes en 5G, bah, tu vas switcher beaucoup plus souvent d'antennes. Et en fait, la 5G, pour le coup, résout ce problème en grande partie. Elle résout en grande partie, tout simplement parce que les G-Node B ont des capacités de communication les uns avec les autres qui est vraiment beaucoup augmentée, et avec des nouvelles fonctions dans le cœur réseau. C'est-à-dire qu'il y a une vraie coopération intelligente entre les antennes. Donc le handover sera plus efficace. Par contre, c'est vrai, TCP, si le nombre d'antennes a tendance à augmenter, va en pâtir en tout cas, parce que le problème de TCP, c'est que quand il met en place une connexion, il la met en place sur un trajet. Et quand tu changes de trajet, il gère très mal la gestion de trajet, et en général, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend une rafale de pertes, et derrière, la congestion window, donc sur ce qu'on a vu un peu plus tôt là, sur le contrôle de congestion, et il se ramasse plein de fois. Alors, il est là. Il se ramasse plein de fois, et vu qu'il se ramasse plein de fois, il se retrouve très, très faible. Et il n'y a pas seulement ce problème-là avec TCP. Il y a plusieurs problèmes, mais celui-là est peut-être le plus important. Quick change beaucoup de choses par rapport à TCP. Bon, d'une part, le congestion contrôle, mais en soi, on pourrait se dire, si on met le congestion contrôle de Quick dans TCP, on règle le problème. Bien non, parce qu'en fait, Quick gère beaucoup mieux le changement de chemin. Et donc, du coup, il sera plus efficace. Et là, pour le coup, TCP, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il est condamné. Il est condamné pour plusieurs raisons, et celle de l'augmentation de l'utilisation des réseaux mobiles par rapport au réseau filaire va faire qu'il sera utilisé uniquement sur le backbone, c'est-à-dire entre les serveurs, voilà, tous les trucs qui sont connectés en filaire, mais tout ce qui sera en non filaire vont passer sur du Quick ou sur autre protocole. Ok, je te remercie. C'était très intéressant. Merci. Bon, là, on a fait le tour des questions. Ah, bah voilà, c'est parfait. J'allais rechercher des questions, mais comme ça, c'est fait. Donc, j'allais dire, on a fait le tour des questions à l'oral. On va passer sur les questions à l'écrit. Donc, il y en avait avant même, peut-être que ça fait partie des questions de Guérilla. Il y avait Grob qui m'avait envoyé une série de questions en prévision. La première étant justement, qu'en est-il de la consommation d'énergie de la 5G par rapport aux autres systèmes, 4G, 3G, etc. Alors ça, c'est une question qui me préoccupe particulièrement, parce que je dirais que je suis écologiste de manière générale. Après, à voir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et en fait, la 5G, j'ai envie de dire, c'est un outil qui peut justement évoluer dans le bon et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la 5G, notamment, quand je parle 5G, moi je parle du radio, je parle de la partie radio, pas du parti cœur. En fait, il y a plein de mécanismes, et notamment des mécanismes très intéressants de réduction de réduction de la consommation énergétique et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, j'ai déjà parlé du beamforming, qui permet justement de concentrer l'énergie sur une zone, ce qui permet d'éviter d'émettre de l'énergie inutilement partout. Donc là, c'est un gain en énergie.
Bon, le revers de ça, c'est que du coup, l'antenne, qui était avant passive, devient active et donc, elle consomme de l'énergie. Mais ça, pour le coup, chez Orange, par exemple, on a des expérimentations avec des panneaux solaires connectés directement aux antennes. Comme ça, elle ne consomme pas de l'énergie sur le réseau électrique, mais de panneaux solaires alimentés toute la journée. Donc, ça, c'est en test, mais ça pourrait pallier au problème justement de la consommation énergétique des antennes. Et dans la partie RAN, il y a je veux dire, il y a des mécanismes comme le DRX, dont le principe, en fait, c'est que la G-Note B, elle est toujours active, tout le temps, mais l'utilisateur va être actif qu'à certaines périodes, à certains moments. Il ne va pas tout le temps être à l'écoute, parce que ce qui est très consommateur énergétiquement, c'est écouter la bande radio, faire les conversions, essayer de détecter des choses, etc. Enfin, c'est toute la couche physique là, de codage et de réception de l'information qui coûte très cher en énergie. Et donc la première méthode pour réduire cette consommation énergétique, c'est d'une part déporter ces calculs-là sur des processeurs efficients en énergie. Mais ça, on l'a déjà fait en fait en 3G, en LTE. Donc cette méthode de DRX, elle, maintenant, cherche à dire que, par exemple, le téléphone va être allumé concrètement en fait, à l'antenne une fois sur deux, enfin un temps sur deux ou un temps sur 5. Enfin, c'est-à-dire pas tout le temps. Et il va le moduler en fonction de si l'utilisateur fait des choses. Mais ça, c'est du ressort du constructeur, du processeur. Donc là, il y a des gains, grâce à ce nouveau mécanisme de DRX, il y a des gains à faire. Après, voilà, le problème, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont proposés dans la norme, qui sont possibles. La question, c'est qu'est-ce qui va être implémenté? Et c'est maintenant que je reviens sur l'idée de l'open source, que je mettais plus tôt, c'est qu'on peut faire de la 5G, la 5G que l'on veut. Par exemple, on veut faire de la 5G qui soit écologique en termes, qui soit peu consommatrice d'énergie. On peut développer un G-Note B et un utilisateur, enfin un UE, qui soit adapté pour consommer le moins d'énergie possible. Par contre, si vous achetez une antenne Huawei, c'est très probable que vous achetez une antenne qui a les meilleurs débits possibles, qui vous sort du giga par seconde, mais qui énergétiquement est naze, est complètement naze. Donc voilà, cette question énergétique se pose et pour moi, la solution, ça va être d'avoir justement des entreprises éthiques ou des entreprises dont la préoccupation écologique est importante pour développer ce genre de solutions open source ou pas, mais des solutions qui soient green, comme on pourrait dire. D'accord, mais là juste si tu prends, supposons que tu prends les meilleurs choix possibles, par rapport à la 4G, tu arriveras à descendre en dessous en consommation ou tu seras toujours au-dessus? Alors là en fait, je vais dire pour la latence, le problème c'est qu'on n'a pas encore de 5G complètement fonctionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cœur 5G, on n'a pas de G-Note B complètement fonctionnel, complètement 5G, on n'a pas même, tu vois, les mécanismes comment on pourrait dire ça, de vertitude de la 5G ne sont même pas. Donc il y a des propositions dans la normalisation, mais il faut encore faire des implémentations. Et donc parce qu'entre la norme et puis ce qui est implémenté, il y a quand même deux choses différentes. Entre la norme qui dit il y a un mode DRX qui s'appelle DRX qui permet de faire ça et le moment où tu l'implémentes concrètement, il y a quand même une grosse différence. Par exemple, chez Orange, on a plusieurs thèses qui travaillent justement sur la partie green de la 5G. Donc voilà, la réponse courte, c'est de toute façon, on n'a pas de 5G complètement fonctionnel. Et la réponse longue, c'est on a des bouts de 5G qui fait que on va se rapprocher des consommations de la 4G, mais on n'en sait pas plus, quoi. Ouais, donc les infos sont, c'est pas encore, les infos sont pas encore. Il va falloir attendre que les implémentations arrivent. Il y a des premiers tests, il y a des tests, mais les tests disent que pour l'instant, vu que tu utilises un G-Note B qui est à peine modifié, que tu utilises le cœur réseau de la LTE et que le seul truc qui change, c'est l'antenne, au final, tu peux pas vraiment dire grand-chose encore sur la consommation énergétique attendue de la 5G. Ok. Bon, on va continuer sur les autres questions parce que là, on a un petit bout. Donc la question de l'empiètement des bandes de la 5G avec les appareils météo. Oui, ça j'ai vu cette information, on me l'a envoyé un sacré paquet de fois. C'est vrai, dans la norme 5G, il y a la bande de fréquence, alors de mémoire, c'est la 77 ou la 79, un truc comme ça, qui elle n'empiète pas sur la bande de fréquence météo, elle en est juste très proche, de l'ordre du 50 MHz, donc c'est relativement proche.
Alors, d'une part, on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que c'est pas parce que la norme dit... en fait, la norme a défini une quarantaine de bandes de fréquences avec des propriétés. Donc, par exemple, est-ce qu'elle fonctionne en downlink? Est-ce qu'elle fonctionne en uplink? Est-ce qu'elle fonctionne dans les deux sens? Enfin, voilà, elle définit des propriétés et elle définit, voilà, ils définissent des régions qu'on peut utiliser. Donc, c'est pas parce que la norme dit on a le droit de l'utiliser qu'elle va être utilisée. Mais dans le cas où elle sera utilisée, eh ben, en fait, c'est assez bête, mais les gens qui vont l'utiliser, eh ben, ils vont savoir dans quel cas ils vont l'utiliser parce que certes, ça perturbe les mesures météo, mais dans l'autre sens, ça va perturber la 5G. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez là, cette bande de fréquences dans les fameuses, dans les satellites qui communiquent les uns avec les autres, avec la Terre, pour faire de la transmission d'informations comme Starlink. Si vous mettez la même bande de fréquences, très proche que celle d'un autre satellite qui, lui, va faire de la mesure de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et ben, ils vont se perturber l'un l'autre. Donc, c'est gagnant ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, quand il y aura la conception, justement, quand il y aura la conception du système, bah, le but, c'est de choisir la bonne bande de fréquence suivant ton usage. Et puis, typiquement, si on décide d'utiliser cette bande de fréquence pour des usages d'usine 4.0, concrètement, la portée qu'aura la 5G par rapport à la portée qu'a le satellite qui fait sa mesure, fait que les perturbations vont franchement être à la marge. C'est-à-dire que ce sera un bruit, une espèce de bruit qui sera très très peu visible parce qu'il faut bien se rendre compte que les satellites qui font les mesures météorologiques à 6 km, quoi. Donc, pour que le petit G-Note B dans une usine 4.0 en Allemagne arrive à perturber le satellite à 3000 km, il faut vraiment qu'il le veuille, quoi. Il faut vraiment que le G-Note B dise bon bah ok, là je vais balancer des watts et je vais emmerder tout le monde. Voilà. Donc il y a quand même assez peu de chances. Après voilà, bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quand même des perturbations, qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi. Mais ça, on n'est pas immunisé contre la connerie humaine. De ce côté-là, je peux rien dire. Alors, dans les questions qui nous restent, toujours une histoire de bande de spectre là sur la 4G, 5G. Je sais pas si tu as une. Enfin, si tu es devant. C'est quoi la question? La deuxième question de Iria là, qui est sur. Ah oui, alors, je me tiens. Pas vraiment. Oui, alors, ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème de la méthode dans laquelle on a en France et dans beaucoup de pays du monde, les fréquences sont décidées par l'État. C'est-à-dire que l'État dit de telle fréquence à telle fréquence c'est telle personne, telle fréquence à telle fréquence cette personne, et ainsi de suite. Avant, ces fréquences qui vont être utilisées pour la 5G grand public, elles appartenaient à l'armée. Voilà, ça on ne sait pas ce qu'ils faisaient dedans, mais elles appartenaient à l'armée. Et c'est d'ailleurs pour ça. Alors, le problème, c'est que ils ont mis un peu de temps à les rendre ces fréquences. C'est pour cette raison que d'ailleurs la France a été le dernier pays européen à libérer ces fréquences. C'est parce qu'en fait l'armée les utilisait. Donc maintenant, ces fréquences, elles sont là. Et l'État, il a deux possibilités. Soit il les donne gracieusement, il prend la bande de fréquences, il la divise en 4 et il la donne aux opérateurs. Ce qu'il pourrait faire, le problème, c'est qu'en fait, parmi les bandes de fréquences qui sont proposées, il y a des bandes de fréquences qui sont plus favorables que d'autres. Parce qu'en fait, il y a certaines bandes de fréquences par lesquelles l'information, physiquement, passe mieux. Parce que, par exemple, c'est la bande de fréquence où, je sais pas, le béton armé arrêté par le béton. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir quand tu veux transmettre de l'information dans les bâtiments. Enfin, voilà, il y a des bandes de fréquences préférées. Et bien sûr, quand la ressource est limitée, donc le nombre de bandes de fréquences très intéressantes par rapport au nombre de bandes de fréquences moins intéressantes, et qu'il y a 4 acteurs qui veulent marchandiser le truc, bah, l'État a compris que c'est beaucoup plus intéressant de lancer des enchères, quoi. Parce que de toute façon, les opérateurs, même si là on divisait en 4, bah, il faudrait quand même réussir à faire que tout le monde soit équitable. Donc l'État a fait le choix de mettre aux enchères ces fréquences. Et c'est pour ça que les enchères montent très très vite. Par exemple, en Allemagne, c'est monté à 1,2 milliard d'euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un prix totalement délirant. Et il faut bien se rendre compte que si la 5G devient la norme cellulaire du futur, le choix des fréquences maintenant va peut-être impacter le business model pour les 10 ans qui arrivent, quoi. Donc, c'est important de se positionner sur les fréquences maintenant, quoi.
Et en France, ça va sûrement atteindre des records pareils, notamment parce que Free et Orange vont se mener une bataille assez féroce là-dessus. Ouais, bah, j'imagine. Après, une petite question un peu plus classique, en effet, sur la santé des ondes, plus une question sur des sources qui contrediraient ça? Sur quoi? Sur l'effet des ondes sur la santé. Alors, donc des sources qui seraient contre cette idée que les ondes auraient un impact sur le corps. C'est ça, Exactement. hein? Oh bah ça, je pense que vous pouvez en trouver des pelles, notamment chez les esthéticiens, hein, ceux qui checkent l'info. Parce qu'en fait, il n'y a aucune étude sérieuse qui a réussi à. Je dirais pas qu'il y ait d'études sérieuses qui a réussi à démontrer de manière certaine que les ondes ne sont pas dangereuses pour la santé. Mais par contre, je suis persuadé qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a réussi à montrer un impact sur la santé. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à 100% que ce soit dangereux. Enfin, c'est un danger, mais par contre, on est sûr à 100% que les études qui ont été publiées contre les ondes, etc., c'est du. Voilà. Après, moi, je suis pas du tout spécialiste de ça. Là, je préfère pas trop m'aventurer sur ce terrain. Pour le coup, moi, je fais assez confiance quand même à ceux qui font les normes et ceux qui étudient la question quand même. Parce que ils vont pas nous mettre, je sais pas, demain, ils vont pas proposer la bande du terahertz pour faire de la 6G. Parce qu'on sait très bien que le terahertz, c'est les ondes gamma. Ouais, c'est ça. Bah, bref, c'est des ondes qui font mal, qui font mal aux cellules. Voilà, je fais confiance en ces personnes-là pour le faire. Et j'ai beaucoup de mal avec les pseudo-scientifiques qui, justement, arrivent soi-disant à démontrer que les ondes, c'est mauvais pour la santé. Parce que ça, c'est quand même assez faux. On s'en prend suffisamment des ondes depuis des centaines d'années pour se rendre compte que c'est pas le cas, quoi. Il y a pas de. Les ondes radio, elles n'ont jamais fait de mal. La LTE, ça a été pareil au début. Il y a eu des papiers en disant oui, c'est dangereux pour la santé. Et puis au final, à part ceux qui sont hypocondriaques, je vois pas qui est dérangé par les ondes LTE. D'accord. Après, ce qui peut être, si, alors ce qui est un danger quand même avec les ondes, c'est quand le taux enfin l'énergie par kilo de masse est trop important. Mais ça, on peut très bien le comprendre. C'est-à-dire que si vous concentrez en un même endroit une énergie importante, ce qu'on fait notamment avec les lobes 5G, bah, ça pourrait avoir un impact sur des mécanismes biologiques ou sur des choses comme ça. Le truc, c'est qu'il y a des normes mondiales qui disent que le taux d'émission d'ondes par kilo, elle est limitée. Et ça, il n'y a personne qui en contrevient. Et d'ailleurs, on est très loin parmi les téléphones, je crois qu'on est à quelques watts par kilo, alors qu'il y a quelques milliwatts par kilo, alors que normalement, la norme elle dit 5 watts, et la norme, elle est déjà super loin de ce que disent les études. Donc vraiment, on est très très loin d'un danger, même potentiel, quoi. D'accord. Alors après, là, il y a une question où on peut en quelque sorte avoir déjà répondu sur le fait, sur les coûts d'entretien et de mise en place, étant donné qu'on n'a pas de système complet, on peut pas en parler, enfin, on n'a pas plus d'infos que pour la consommation d'énergie, je suppose. Non, ça c'est pas trop, hein. Ensuite, il y a une question sur le fait que le mauvais temps fasse chuter les débits de la 5G. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, et ça c'est assez simple à comprendre. Les fréquences de la 5G se rapprochent un petit peu de ce qu'il peut y avoir dans votre. Enfin, du moins sur les fréquences hautes, les fréquences assez hautes, donc sur les dernières bandes, ça se rapproche des fréquences qui sont utilisées dans votre micro-ondes. Bon, je vous préviens, les antennes 5G, c'est pas non plus des micro-ondes, hein, parce que le principe du micro-ondes, c'est qu'une onde est émise et elle rebondit en fait sur tous les bords, ce qui fait que ça concentre l'énergie en un point. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais bref, et en fait, ce que fait un micro-ondes, c'est il donne de l'énergie aux molécules. Et il active, en fait, il donne de l'énergie à la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et donc voilà, les ondes, elles sont perturbées par l'eau. Donc, les dernières bandes 5G, notamment, qui sont assez proches de ces bandes-là, s'il y a de l'eau qui tombe du ciel, hein, ce qui est la pluie, bah, évidemment, les ondes vont rebondir,
elles vont être déviées, et notamment le beam, en fait, le lobe, il va être complètement diffusé. Ce qu'on appelle le fading. C'est le fait d'avoir un effet d'évanouissement. Donc, oui, la pluie va poser problème. Mais justement, du fait qu'on a justement le beamforming qui permet quand même de focaliser un peu les ondes, et aussi le fait que les antennes coopèrent les unes avec les autres pour pouvoir faire notamment du carrière agrégation, qu'on appelle, donc c'est-à-dire le fait de partager, qu'un utilisateur soit connecté à plusieurs antennes pour recevoir la même information, ça permet d'éliminer en grande partie ce problème, en fait. Et ça, la pluie pose vraiment problème pour les dernières fréquences, celles qui s'approchent de plusieurs gigahertz. Là, dans le public, pour l'instant, ce seront que les premières bandes qui seront utilisées. Donc là, on en revient toujours au problème de quelle bande on utilise pour quelle raison. Et typiquement, ces dernières bandes là autour de 4 GHz, elles seront très probablement utilisées dans des endroits où il n'y a pas de pluie, et typiquement dans une usine. Parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais d'eau qui va tomber du ciel de manière récurrente. D'accord. Donc, pour mal comprendre ce que tu as dit, avec la 5G, il va pleuvoir plus chaud. Ouais, d'accord. Ouais. Non, il va pleuvoir plus chaud, très localement et très. Je suis même pas sûr. Très légèrement, ouais. Je suis même pas sûr que ça augmente parce que là, l'onde, elle ne fait que traverser la goutte d'eau. Je suis même pas sûr que ça suffise. Parce que dans un micro-ondes, ça marche parce que les ondes se réfléchissent. Elles se réfléchissent les unes les autres. En fait, c'est comme si on mettait des miroirs dans tous les sens et qu'on mettait un faisceau de lumière. Tu vois, ça éclaire toute la zone et ça concentre l'énergie. Donc voilà. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire que je sais pas. Et on est bon. Mais ça passe. Voilà. Voilà. Merci pour l'information, Iria, pour les limites. Donc, D'accord. Ah oui, en dernier. Ouais. Donc après, il y avait une question sur tout le flux supplémentaire qui va être engendré par la 5G. Je suis pas sûr qu'il y ait que ça va vraiment faire changer la donne, mais est-ce qu'on attend une augmentation de l'utilisation de débit par la 5G importante? Et si oui, comment? Ouais. Oui, ça c'est évident. En fait, je dirais même que c'est une coévolution encore, parce que par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler de cloud gaming. Avec Stadia de Google, etc. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? Tout simplement parce que l'accès fibre s'est généralisé dans les maisons. Encore un petit peu avant, Netflix est apparu parce qu'il y a eu une amélioration sur la qualité des flux vidéo, grâce à des nouveaux mécanismes, etc. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a eu une évolution qui permettait au plus grand nombre, parce que c'est ça qui compte, c'est le fait d'avoir beaucoup de monde qui puisse accéder à un service qui avant était très coûteux parce que difficile de fournir un débit suffisant, à chaque fois, ça a augmenté une augmentation du débit de manière individuelle par personne, et donc du coup un débit qui augmente globalement. Donc vu que la 5G va multiplier les débits par beaucoup, par 10 au moins, c'est fort probable que ces nouveaux usages comme le cloud gaming, l'internet tactile ou d'autres usages qu'on ne connaît pas encore, parce que c'est peut-être ça en fait le cas d'usage que j'aurais dû mettre, c'est les développeurs et les innovateurs vont trouver des utilisations à ça. Ils vont parce que les latences sont faibles et les débits élevés, ils vont trouver des trucs à faire. Donc on attend une augmentation des débits. Et ça, c'est pour ça que d'une part, la 5G, elle implique un investissement en termes de réseau d'accès. Il va falloir acheter des antennes, il va falloir acheter un cœur réseau, des nouvelles infrastructures, etc. Mais aussi, il va falloir qu'on pense notre cœur de réseau chez Orange. C'est-à-dire que notre cœur de réseau est conçu actuellement pour un certain débit. Il va falloir se dire qu'avec la 5G, il va peut-être falloir multiplier par 5 l'accès. Donc ça, c'est un deuxième investissement qui est beaucoup plus caché, mais sur lequel il va falloir quand même mettre de l'argent. Donc oui, on attend très clairement une augmentation de débit à cause de la 5G. D'accord. Ensuite, tu as une question qui reste. Bon, il y avait, tu avais déjà un peu répondu à toutes les questions qui nous restent là. Donc les annonces qui sont un peu marketing sur la 5G d'ores et déjà. Ouais. Tu avais dit avant. Alors je suis très critique face à ça. Je suis vraiment très critique. Ouais. C'est-à-dire que surtout chez les opérateurs, je trouve ça assez, pas indécent, mais du moins assez trop peur de promettre aux gens d'avoir de la 5G dès maintenant. Parce que ça ne va pas être de la 5G au sens du standard qui va être proposé.
parce que je vois très bien le truc. Là, ils vont proposer la 5G telle qu'elle est actuellement. Donc, certes, il va y avoir une augmentation des débits. C'est pas de l'arnaque. Il y a quand même des améliorations évidentes par rapport à la LTE, mais c'est pas ce qui sera défini dans la norme. Et ce qui va se passer, c'est que dans un second temps, donc dans ce qu'on appelle la release 16 de la 3GPP, donc dans la nouvelle norme, donc il va sortir sûrement 2021-2022. Ce qui va se passer, c'est que les marketeurs ils vont proposer une 5G+, voilà, exactement, une 5G+, ou une 5G Advanced, une 5G Pro, comme ils ont fait pour la LTE au final. Là, si je retourne sur cette diapo-ci, on a eu la LTE, puis la LTE Advanced, puis la LTE Advanced Pro. Voilà, comme avant, on a eu la 3G et la 3G+. Bon, là, ça va être exactement ça qui va se passer. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment la partie marketing. Ouais, c'est très marketing. Ouais. C'est très, très marketing. Ensuite, alors dans les dernières questions, avant que CXZman nous fasse toutes les définitions des 5G qui vont sortir, il y en avait une justement, ça parlait de consommer plus de batterie de téléphone, comme on disait, ça dépend. Il y avait une question sur... Alors, Orange est-il green? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment une partie de la recherche et développement, mais aussi développement plus général d'Orange qui est vraiment basé sur les économies d'énergie, les faibles consommations, des terres rares peut-être aussi? Alors, la réponse courte, c'est oui. C'est évidemment oui. Alors, il y a eu, en début d'année, on a eu une conférence de notre grand patron, Richard, qui a dévoilé le plan pour 2020-2025. Donc, comment est-ce qu'il voit Orange pour 2025? Et premier point, nous sommes un opérateur zéro émission carbone, green, tout ce qu'on veut. Donc oui, il y a une vraie... Je pense que relativement à tous les opérateurs français, voire tous les opérateurs mondiaux, Orange est peut-être ceux qui ont pris le plus en compte la question environnementale et énergétique dans leur plan. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple, tous les projets de recherche aujourd'hui qui sont proposés doivent être... il y a des études de faisabilité, etc. Mais il doit y avoir également une étude environnementale du projet. Quel est l'impact environnemental, quel est le coût énergétique, etc. Et pour le coup, moi, à Lannion, il y a beaucoup de thésards qui travaillent justement sur la partie green de plein d'aspects du réseau, de beaucoup d'aspects. Après, moi, je dirais que la meilleure façon d'économiser de l'énergie, c'est de ne pas la dépenser, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir à ce que Orange incite ses utilisateurs à consommer moins de données. Donc, par exemple, à passer Netflix, au lieu de l'avoir en 4K plus VR 360 tactile, juste regarder les émissions en 720p. Juste ça, en fait. Juste ça, ça diminue... de passer de la 4K à la 720p, ça diminue je crois que c'est par 5, un truc comme ça, le débit nécessaire. Et 5 fois moins de débit nécessaire, c'est autant de nœuds réseau qui ne sont pas traversés, donc qui ne consomment pas d'énergie, c'est autant de routeurs qui ne sont pas utilisés, enfin bref. Moi, si je devais parler personnellement, je trouve qu'Orange n'en fait pas assez parce qu'on a le pouvoir en tant qu'opérateur et on a même une responsabilité qui est que si on veut économiser l'énergie, faut juste pas la dépenser inutilement, quoi, dans des trucs débiles comme... voilà, je dis pas que Netflix est débile, je dis que regarder Netflix en 4K sur son téléphone, ça n'a aucun intérêt. Ça a zéro intérêt. 720p, c'est bien suffisant et ça permet d'économiser énormément de consommation. Donc, de ce côté-là, je pense qu'ils n'en font pas assez, mais d'un autre côté, je dirais que relativement à tous les autres opérateurs du monde, il y a une vraie prise de conscience de l'enjeu énergétique, climatique, environnemental. Et pour ce qui est des terres rares, donc pour le coup, Orange on n'a quasiment pas de produits, il n'y a quasiment pas de produits physiques, je dirais, parce que par exemple les routeurs, etc., on les achète chez Cisco, chez Arista, chez des constructeurs. Par contre, si vous regardez la dernière box, la Live Box, la 5, là, qui est sortie, qui a été présentée l'an dernier, ou le speaker Jingo, les deux utilisent des matériaux recyclés, du plastique recyclé, je crois, ou un truc comme ça, et utilisent des matériaux qui essayent d'être le moins consommateurs en terres rares possible. Donc de ce point de vue-là, ils ont aussi fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts. D'accord. Après, on aurait aimé ne pas, par exemple, qu'il n'y ait pas de nouvelles
nouvelle Livebox et qu'ils gardent l'ancienne tout en, je sais pas, en changeant la coque des nouvelles Livebox pour qu'elles soient moins consommatrices, plutôt que de reconcevoir une nouvelle Livebox qui a plus de capacité de calcul, etc. Enfin, toujours dans cette idée de fuite en avant de CPU. Voilà, c'est ça. Bon, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même un gros effort qui est fait là-dessus. Ouais, ok. Alors, il nous reste deux. Je pense que je vais prendre les deux dernières questions là de Pinage. Qui sont, est-ce qu'il y a des études pour limiter l'effet rebond? Alors, l'effet rebond, de quoi Je pense que c'est toute cette question justement sur le rebond des ondes sur les surfaces. Alors, oui, alors si on parle du rebond sur les surfaces, ça c'est typiquement ce que fait les antennes intelligentes avec le. C'est qu'elles, en fait, au moment de la connexion, enfin de l'appairement en fait, de l'antenne et du téléphone, il y a une phase où ils orientent leur lobe dans différentes directions jusqu'à obtenir la meilleure direction possible pour avoir le meilleur débit. Et en fait, on se rend compte qu'en général, bah, en fait, le meilleur trajet quand l'antenne n'est pas en vue, donc quand il n'y a pas de trajet direct, le meilleur trajet, c'est de passer en faisant des rebonds, en fait, en faisant des rebonds sur les murs, sur le sol, sur l'eau, etc. Mais ça c'est pas du. Enfin, là, pour le coup, je ne saurais pas répondre de manière profonde et avec l'éclairage nécessaire parce que c'est pas du tout mon sujet et c'est très mathématique, très physique et c'est pas du tout mon point de vue. Enfin, bon. Apparemment, on a répondu à la mauvaise question. D'accord. Et apparemment, c'était l'effet rebond sur quelque chose qui devient plus accessible et moins cher. Il y a plus d'usage et donc ça resature. En gros, c'est ça. C'est. Ah oui, d'accord. Ah oui, l'effet de. Ah oui, avec cette nouvelle technologie, on relance la fonction d'antenne, des choses comme ça et tout ça. Hein. Oui, bah ça c'est toujours vrai à chaque fois qu'on change de technologie. Hein. Malheureusement, dès qu'on crée une nouvelle technologie, bah, va falloir changer le téléphone, va falloir changer l'antenne, va falloir changer. Mais en fait, alors c'est un problème si on décide de tout mettre, enfin de tout changer d'un coup. C'est-à-dire que si là demain Orange dit, ok, on fait plus du tout de 3G, on arrête la 3G et la LTE on la garde que aux endroits où on peut pas faire de 5G et on met de la 5G partout. Bah, ça va impliquer d'acheter des milliers d'antennes, de faire changer de téléphone des millions d'utilisateurs. Et là, le coût environnemental est délirant. Il est complètement délirant. Par contre, et ça c'est plutôt vers ça, je pense qu'on s'oriente, c'est un remplacement, on va dire, au fur et à mesure. C'est-à-dire que par exemple, une antenne LTE, ça n'a pas une durée de vie infinie. Il faut la changer à un moment, parce que le logiciel est trop vieux, parce qu'on change de normes de connexion. Enfin bref, il peut y avoir 100 000 raisons pour lesquelles on change le matériel. Mais en fait, au moment du changement de matériel, on peut très bien décider qu'on va mettre un matériel qui soit moins coûteux énergétiquement et qui fasse de la 5G. Et ainsi de suite, on va remplacer les antennes, les nœuds. Et puis les utilisateurs, eux, ceux qui veulent absolument de la 5G maintenant, ils vont acheter un téléphone, certes, mais peut-être qu'eux vont revendre leur téléphone qui était en LTE à quelqu'un qui avait un vieux téléphone et qui va prendre un LTE. Et puis sinon, pour la plupart, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont changer leur téléphone de manière normale, tous les 3 ans, comme c'est la moyenne en France. Et du coup, quand ils feront le changement de leur téléphone, ils auront cette nouvelle fonctionnalité qui est la 5G sur leur téléphone. Voilà. Donc il y aura un effet rebond, c'est évident. Mais après, c'est en fonction vraiment de comment est-ce qu'on décide de déployer, quoi. Par contre, moi, ce dont j'ai très peur, c'est si on autorise Huawei à vendre des antennes et des nœuds réseau en Europe, il est fort probable qu'il y ait une concurrence terrible entre les opérateurs pour à qui mettra en place un réseau 5G le plus vite possible. Et là, du coup, tout le monde va se précipiter à acheter du Huawei le plus vite possible. Parce qu'actuellement, en fait, Ericsson et Nokia, qui sont les deux autres constructeurs, ne sont pas capables de fournir une chaîne complète 5G. Ils ne sont pas capables de le faire. Donc, c'est pour ça, si on interdit Huawei, en fait, du coup, ça va se faire au fur et à mesure. Donc là, l'effet rebond sera limité. Par contre, si on décide de faire Huawei et qu'on laisse la concurrence faire son jeu, là, ça va être délirant. Oui. Ouais, évidemment. On passe sur la dernière question, qui est une question un peu plus particulière, sur le... Je remonte pour la voir, voilà. Le partage des fréquences dans les zones frontalières, pas spécifique à la 5G, mais juste à la communication. Alors oui, ça c'est une question très intéressante.
Et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, c'est pas lié à la 5G, c'est de manière générale comment est-ce qu'on fait quand. C'est le même problème avec la radio. Hein. Si vous regardez de la radio FM, il faut en Alsace, comment est-ce qu'ils font, sachant qu'ils reçoivent de la radio FM allemande et de la radio FM française. Il y a deux choses. Bon, d'une part, les pays essayent de se mettre d'accord quand même. Les opérateurs de chaque côté essayent de se mettre d'accord, tout simplement parce qu'en réalité, après, il y a peut-être des Alsaciens qui pourront me confirmer ou m'infirmer, mais en réalité, il y en a beaucoup qui ont des doubles SIM ou qui switchent d'un réseau à un autre. Il y a du roaming. En Europe, on peut faire du roaming très facilement. Et donc, du coup, il faut bien que les opérateurs à ces endroits-là, au niveau des frontières, ils se décident, toi, ton antenne, tu la mets en telle fréquence parce que tu la possèdes, et moi, je mets mon antenne à telle fréquence parce que je la possède, cette fréquence. Et donc, du coup, ils arrivent à se mettre d'accord. Mais on est d'accord que ça marche bien, voilà, entre des pays qui communiquent l'un avec l'autre et sur lesquels il y a des normes communes. Je suppose qu'entre deux pays qui se parlent pas, ou les opérateurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ça peut poser plus de problèmes. Mais là pour le coup, j'ai pas d'exemple et j'ai pas de réponse à donner à ça. En tout cas, pour Orange, ce qui se passe, c'est qu'en général, notamment avec l'Allemagne, ils discutent beaucoup avec Deutsche Telekom pour savoir comment est-ce qu'ils s'arrangent au niveau des frontières. D'accord. Je pense que ça va clore ce MTES de ce soir. Hein. Je te remercie encore pour cette présentation. Merci de m'avoir donné la parole. Oh, c'est si peu. Donc merci beaucoup, hein. C'était super instructif, hein, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés. Je vais en profiter pour annoncer le MTES de la semaine prochaine. Donc on va voir un autre MTES qui sera le mien, où je vais donc vous parler de sûreté nucléaire, de réacteurs à fusion et de mécanique des fluides. Donc voilà, bonne soirée à vous, et puis à la prochaine. Bonne soirée au Vortex.